Eh bien, bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à ce nouveau Mardi de l'Espace. C'est le dernier de la saison 2020-2021. Encore un Mardi de l'Espace organisé donc par le CNES, l'Agence française de l'espace. Une nouvelle saison est prévue à la saison prochaine, enfin l'an prochain, enfin à la rentrée, si je puis dire. Et alors, on ne sait pas encore si ce sera en présentiel, en présence les uns des autres, ou si ce sera à distance. Voilà. En tout cas, l'idée de poursuivre les Mardis d'espace, ce sera la 10e saison des Mardis de l'espace. Et pour celui-ci, on va s'intéresser à l'ISS, à l'exploration spatiale. Au fond, comment est-ce que la Station spatiale internationale parvient à... Enfin, comment est-ce que le travail qui s'y effectue prépare l'exploration spatiale, les vols habités du futur vers la Lune et puis bien sûr vers Mars. C'est vraiment notre sujet. Alors évidemment, on va parler de Thomas Pesquet. Il est à bord depuis 2 mois. Il nous régale de photographies de la Terre et puis d'anecdotes sur sa vie à bord. Et on en viendrait presque à oublier la raison de sa présence dans l'espace. Eh bien oui, en grande partie, c'est effectivement préparer de futurs voyages spatiaux jusqu'à Mars, le voyage ultime, celui qui est le plus exigeant. Et on va donc en parler avec Guillemette Gauquelin-Coq et Michel Tonini. Bah oui, ah voilà. Guillemette Gauquelin-Coq, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ben, très bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. C'est un peu dommage qu'on soit à distance. Les fois d'avant, c'était quand même plus sympathique autour d'un verre de bière ou d'un café. Mais bon, Exactement. c'est déjà pas mal de pouvoir faire ça. Est-ce que vous voulez vous présenter, nous dire qui vous êtes? Alors, je suis donc Guillemette Gauquelin-Corps. Je suis responsable des sciences de la vie au Centre national d'études spatiales, c'est-à-dire que je gère les expériences humaines, les expériences animales et également les expériences sur les plantes, parce qu'on fait quand même beaucoup d'expériences sur les plantes, surtout pour préparer la Lune et Mars, dans la Station spatiale internationale, dans dans les capsules automatiques et sur Terre pour toutes les expériences de simulation, puisqu'on essaie de faire un maximum de simulations avant d'envoyer nos hommes dans l'espace. Avant, j'étais enseignant-chercheur à la faculté de médecine de Lyon. Donc, j'étais responsable du système cardiovasculaire et rénal et je travaillais à l'époque en étant scientifique depuis 82 avec le CNES et avec notre premier astronaute français, Jean-Luc Chrétien. Voilà, donc j'ai connu tous les astronautes. Alors, on a compris que vous êtes la femme de la situation, mais nous avons aussi l'homme de la situation ce soir, Oui. c'est Michel Tonini. Bonsoir, Michel Tonini. Bonsoir, bonsoir Paul. Alors, Michel Tonini, vous, présentez-vous, mais on vous connaît, vous êtes astronaute. Astronaute français, donc avant j'étais pilote de chasse, pilote d'essai et j'ai fait un vol sur Soyouz et Mir en 92, puis un vol sur la navette spatiale américaine en 99 et après j'étais le responsable du centre des astronautes européens à Cologne et j'ai fait le recrutement des astronautes dont Thomas Pesquet. Voilà, vous avez recruté Thomas Pesquet, vous allez Voilà. nous parler de lui, évidemment, ce soir. Donc, une fois astronaute et une fois cosmonaute, puisque vous avez voyagé à la fois sur Soyouz et Mir, et puis d'autre part sur Columbia, la navette américaine. Et ce sera intéressant d'avoir votre avis, évidemment, enfin, que vous nous racontiez aussi, on va profiter de ça quand même, que vous nous racontiez un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, Xavier est avec nous, on l'a entendu déjà. Bonsoir tout le monde. Pour moi, il n'y avait pas pire que feu la station Mir. Petite et pas pratique, soviétique. Maintenant, on pose nos fesses dans le salon de l'ISS. On regarde la vue, c'est luxe. Ce Vélux, oh, oh, oh. Mais ce qui reste complexe, c'est préparer les explorations spatiales, sidérales. Michel et Guillemette, sans aucun guillemet, vont tout nous avouer, nous livrer. Bravo, hein, bravo. Merci.
Merci Merci, Xavier. Michel. Merci à ces 3 spectateurs audio que j'entends les applaudissements et Exactement. j'espère que les centaines de téléspectateurs qui nous suivent profiteront bien de cette soirée qui s'avère passionnante. Absolument. Il y a Doc Pepper déjà sur Twitch qui dit ah mais j'arrive au bon moment, on dirait. Bah oui, le bon moment c'est quand Xavier commence ses chansons. Je voudrais commencer d'un mot quand même avec Michel Tony parce qu'on va parler de vos habiletés, on va parler d'exploration spatiale. Et vous, quand je l'ai dit oui, donc vous avez été astronaute, vous m'avez dit non non, pas ancien astronaute, non non, pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas avec ancien astronaute, Michel Tonini? Quand on est astronaute, la définition, c'est à partir du moment où on a été recruté par une agence nationale et qu'on a passé sa certification annuelle, on est toujours astronaute. Donc, je suis toujours astronaute et prêt à voler s'il y a besoin, si on a besoin d'envoyer un Space Cowboy ou si on a besoin de faire des études sur les radiations, puisque les corps âgés supportent mieux les radiations. Les corps âgés supportent mieux la radiation. Hein, c'est ça. Là, j'ai l'impression que vous essayez de vous placer là, pour le prochain vol vers Mars. Écoutez, moi j'étais à la NASA avec John Glenn qui avait dit que c'était bon de faire des études sur l'ostéoporose, sur les corps et les squelettes un peu âgés. Donc moi maintenant je fais ça sur les radiations. On essaye chacun sa méthode, mais à part la différence, c'est que lui il était sénateur et milliardaire et moi je suis ni sénateur ni milliardaire. Bon, et vous m'avez dit, voilà, être astronaute, c'est une addiction. Vous vous sentez en manque? Alors, je ne suis pas en manque parce que finalement, ce que je trouve bien maintenant, c'est que les nouvelles sur l'espace sont tous les jours florissantes. Il y a toujours du nouveau par l'arrivée des privés, par les activités futures sur la Lune et puis sur Mars. Donc, il y a un chemin de route, il y a une feuille de route maintenant qui est quand même beaucoup plus claire qu'avant. Donc, je participe par la pensée, donc je me transpose, je me visualise dans l'espace et je ne suis pas physiquement dans l'espace, mais je suis tout ce qui se passe au niveau spatial en ce moment et ça me plaît beaucoup. Excellent. Alors, Guillemette Gauquelin-Coq, vous êtes donc responsable effectivement de tout ce qui est sciences de la vie et de la médecine spatiale au CNES. Et ce que vous disiez, c'est qu'une grande partie de tout ce qui se passe au sein de la Station spatiale internationale, une grande partie des expériences, des travaux, vise justement à essayer d'améliorer cette exploration spatiale, à faciliter la vie de l'homme et de la femme dans l'espace. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Effectivement, tous les travaux qui sont faits dans l'espace actuellement, depuis 2-3 ans à peu près, sont quand même à visée exploratoire, beaucoup plus pour les missions vers la Lune et vers Mars. Je pense qu'au niveau orbite basse, on sait à peu près ce qui se passe chez l'astronaute. On sait à peu près contrecarrer les mauvaises choses physiologiques qui apparaissent, dirons-nous. Mais effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour tout ce qui est les voyages sur Lune et essentiellement sur Mars. Tout à l'heure, Michel parlait des radiations. Effectivement, c'est un des problèmes. Exactement. On va évidemment y revenir. Je voulais dire à TJ Jupitstrom que la conférence a lieu jusqu'à 21h30. Donc, ça va, tu peux rester jusqu'à la fin. Il a cours demain. Donc, voilà, il espérait que ça ne dure pas trop longtemps. Et Michel Tonini est bien le seul homme qui, quand il triche sur son âge, se vieillit davantage. Exactement. Merci pour le compliment. Alors, est-ce qu'on peut entrer justement avec vous, Guillemette Gauquelin-Coq, à fond dans notre sujet, qui est justement l'exploration spatiale? Comment est-ce qu'il faut la préparer? En quoi? Est-ce qu'on a encore besoin de la préparer? Est-ce qu'on ne sait pas déjà aller sur la Lune? Est-ce qu'on ne sait pas déjà aller sur Mars? Est-ce que ça fait des décennies qu'on a des stations spatiales orbitales, des stations orbitales, avec Mir, avec la Station spatiale internationale, il y a la station chinoise. Donc, on a appris quand même énormément de choses. On a fait des progrès, non? Oui, on a fait énormément de progrès. Depuis le premier vol de Jean-Luc Chrétien, c'est évident qu'on a fait énormément de progrès au point de vue, je parle physiologique, au point de vue de la physiologie de l'homme dans l'espace, on a fait énormément de progrès. Bon, au départ, c'était des vols de courte durée, donc il y avait quand même beaucoup moins de modifications physiologiques. Actuellement, on est sur des vols de 6 mois, donc c'est déjà beaucoup plus important. Bientôt des vols de 1 an avec les Américains. Mais en fait, le problème de l'orbite basse ne nous apporte pas toutes les solutions pour travailler sur la Lune et sur Mars. Parce que les problèmes seront totalement différents, avec un 1/6, un tiers de gravité,
avec des radiations au passage quand on ira sur Mars, avec des problèmes osseux qui sont toujours pas résolus au bout de 6 mois de station, donc au bout d'un an ou 2 ans, voire 3 ans, ça sera encore loin d'être résolu. Donc il y a, oui, effectivement, encore pas mal de problèmes à résoudre au point de vue physiologique, au point de vue nutritionnel également, au point de vue plante, au point de vue… donc oui, non, il faut vraiment encore travailler une dizaine d'années, je pense, sur la station. Il n'y a pas que la station non plus. Attendez, il faut travailler une dizaine d'années pour que quoi? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme objectif? Je pense qu'est-ce que vous voulez avoir comme objectif? en 7 ou 8 ans, on atteindra la Lune. De toute façon, j'espère bien qu'on aura posé les pieds sur la Lune dans 7 ou 8 ans. Enfin, j'espère. Toi aussi, tu penses, Michel. Oui, mais par contre, Mars, ça sera quand même beaucoup plus long. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense 30, 40 ans. Moi, c'est ce que je dis souvent. Je travaille pour mes petits-enfants. Pour Mars, il ne faut quand même pas trop… Mais je pense qu'il y a d'autres stations, entre guillemets, que la Lune. En fait, on peut travailler avec Concordia, on peut travailler avec des ballons, on peut travailler avec des confinements. Concordia, c'est une station polaire. Là, on étudie peut-être plus facilement ce qui est effectivement confinement. Et je pense que pour la Mars, ça sera vraiment le gros problème, le confinement. Le manque de… Enfin, Michel peut en parler, le fait que les astronautes ne voient plus la Terre, etc. Je pense que ça sera quand même un problème. Tous les problèmes psychos sont loin d'être résolus, je pense, pour aller sur Mars. Alors, on va bien sûr faire la liste de tous les problèmes, si je peux dire, et de la manière dont on pourrait les résoudre éventuellement. Mais un mot quand même, Michel Tonini, entre vous, le moment où vous êtes allé sur la station Mir, où vous avez volé à bord de la navette Columbia, c'était en 1992, c'était en 1999, donc il y a plus de 20 ans, vous avez vu les progrès, et puis vous avez été le patron des astronautes européens, et vous avez vu tous ces progrès quand même être réalisés. Aujourd'hui, on a des vols de 6 mois. Ceci dit, sur Mir, il y avait des vols de plus d'1 an. Il y a eu des vols de 1 an lorsque j'étais en Russie, puisque quand Jean-Luc Chrétien s'est posé, il s'est posé avec le premier équipage qui était resté pendant 1 an dans l'espace, avec Moussa Monarov et Vladimir Titov. Donc c'était déjà une première à l'époque. Et on a beaucoup évolué, tout d'abord au niveau de l'entretien des astronautes, c'est-à-dire, comme disait Guillemette, le fait qu'on perd de l'os et puis que le squelette se modifie, que l'organisme se modifie. À l'époque, je me souviens, le protocole nous donnait de faire 1 heure de sport par jour sur 3 jours. Le 4e jour était de repos. Et puis, on recommençait comme ça au bout du 5e jour. Aujourd'hui, eh bien, les astronautes font du sport tous les jours, 2h30 par jour pour avoir une bonne santé physique, pour avoir du muscle. À l'époque, c'était 1 heure de sport sur 3 jours. Maintenant, c'est au moins 2 heures de sport par jour. C'était 1 heure par jour pendant 3 jours. Ça, j'ai compris. Après repos. Après repos. Et aujourd'hui, c'est 2h30 par jour. Donc, il y a beaucoup plus de muscles, beaucoup plus de résistance à la perte osseuse, bien sûr. Et il faut aussi savoir que dans ces vols de longue durée, le fait de faire du sport est aussi une bonne garantie psychologique. Parce que la psychologie, c'est quand même la limite. Au départ, on avait du problème pour que les astronautes restent longtemps dans l'espace. Et on s'est rendu compte qu'avec le sport, on arrivait à augmenter cette durée-là. Après, le problème, ça a été quand même la résistance psychologique. C'est pour ça que après les problèmes qu'on a eus à la fin de la station Mir, lorsqu'on a eu quand même les vols joints qui étaient entre la navette et la station Mir, on a eu quand même 2 accidents assez graves. On a eu le feu à bord et la collision. Un incendie, dans un milieu comme ça, où, sans pesanteur, et en plus dans un milieu confiné, c'est terrible, quoi. C'était un peu difficile. Et donc, c'est pour ça qu'on a commencé à regarder de plus près après le livre qui a été écrit, qui s'appelait Dragonfly, on a regardé de plus près sur les critères de recrutement et les entraînements. Donc, on a modifié le recrutement et l'entraînement des astronautes avec le HBP, qui est le Human Behavior and Performance, où on va sortir les astronautes de leur zone de confort progressivement, collectivement, pour augmenter la performance de l'équipe. Donc, on a vraiment progressé là-dessus. Et où on a beaucoup progressé aussi, c'est sur les systèmes de support vie. Par exemple, moi, quand j'ai volé sur la station Mir à l'époque, on a amené 80% d'eau de la Terre. Aujourd'hui, 80% de l'eau qu'on consommait venait directement de la Terre. Alors qu'aujourd'hui, on n'amène que 20% d'eau. Les 80% sont récupérés sur place par l'humidité que nous avons à bord, par les urines que nous remettons en circuit par double ébullition. Donc, on fonctionne très, très bien. Et toutes les technologies fonctionnent bien. Moi, je me souviens, quand j'étais dans la station Mir, les Russes m'avaient dit Michel, on a un problème récurrent complètement avec le SRVK. C'est un système qui récupère l'humidité pour faire de l'oxygène. Et à l'époque, on avait un problème grave entre
mais le problème de cavitation. À partir du moment où vous avez un système avec Calitation. cavitation, Cavitation, comme une cavité, ouais, ouais. comme une cavité, parce que vous avez un mélange air et liquide, et dans l'espace en apesanteur, ce mélange ne se fait pas bien. Donc, les Russes ont travaillé pendant des années pour réussir à contrôler. Maintenant, c'est sous contrôle, et c'est pour ça qu'on a réussi à augmenter la capacité de récupération des eaux que nous avons à bord. Mais dans plein de domaines, on a vraiment augmenté toute la performance de nos systèmes que nous avons à bord des stations. Et la plus grosse découverte, c'est quand même la coopération avec les Russes. Aujourd'hui, il y a 15 pays qui travaillent ensemble dans la station spatiale. Donc, c'est quand même un effort incroyable. Et j'espère que ça va continuer également sur les stations lunaires ou les stations martiennes. Alors, il y a TJ Jupitstrom qui s'inquiète parce qu'il ou elle craint qu'il y a tellement de questions qui sont posées que vous ne puissiez pas répondre à toutes. Donc, je vais commencer à vous les poser. Comme ça, on va avancer quand même. Oui. Alors, par exemple, il y a Géocamac qui vous demande, Guillemette, voilà, vous parlez des problèmes psychologiques au niveau des astronautes qui iront sur la Lune et Mars. Est-ce que vous avez un département psychologie au CNES qui travaille sur ces problèmes ou est-ce que... En tout cas, ce sont des sujets que vous abordez. Oui, on n'a pas un département, on va dire, parce qu'en fait, le département des sciences de la vie travaille avec des scientifiques, donc des laboratoires scientifiques de l'INSERM, du CNRS, des CHU, etc. Et en fait, oui, il y a des équipes universitaires qui travaillent sur tout ce qui est psychologie dans l'espace, confinement, etc. Et on a la clinique spatiale où les médecins à la clinique spatiale sont spécialisés dans la psychologie, puisque c'est eux qui font en partie qui s'occupe en partie pour les astronautes, pour le recrutement des astronautes au point de vue psychologique. Donc, effectivement, ce que disait Michel tout à l'heure, effectivement, et je pense que la composition de l'équipage a joué un rôle énorme, en fait. On se rend compte que les équipages mixtes, les équipages multiculturels, ça marche quand même beaucoup mieux dans l'espace qu'à l'époque où je me souviens où c'était que des astronautes russes dans Mir. Attendez, alors là, je ne comprends pas. Vous êtes en train de dire qu'un équipage international, quand on mélange les cultures, c'est mieux, ça se passe plutôt mieux que quand on a des cultures différentes, que quand on a une seule culture? C'est ce que disent les astronautes, en général, ça se passe beaucoup mieux. Mais je pense que ça se comprend, parce qu'en fait, quand on est avec des gens de cultures différentes, je pense qu'on est plus modéré que quand on est qu'avec des gens qui sont de la même culture que nous. Michel Tonini. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsque vous avez un équipage international, par exemple, supposons que vous avez des Russes et des Américains dans la station, si les Russes ensemble auraient tendance parfois à se disputer, ou les Américains ensemble, ce que j'ai vu moi-même d'ailleurs, lorsque vous êtes en face d'une autre nation, vous avez tendance à faire attention à ne pas vous disputer devant l'autre. Et donc, ceci permet d'avoir un respect mutuel qui s'installe dans les vols. Et moi, j'ai vu quand même les vols sont quand même beaucoup mieux réussis maintenant au niveau psychologique, au niveau de l'entente de l'équipage qu'auparavant. D'accord, donc plutôt des équipages internationaux, c'est ce que vous préconisez. Est-ce qu'on peut rester sur ces aspects psychologiques? Michel Tonini, un voyage vers Mars, il faut, je sais pas, quelque chose comme 9 mois pour aller sur Mars. Ensuite, on est sur place, je ne sais pas, peut-être un mois, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, il faut encore 9 mois pour revenir sur Terre. C'est extraordinairement long, c'est fatigant, c'est stressant. On quitte la Terre de vue. On sait que s'il y a un gros problème, on peut pas. Il n'y a pas d'ambulance pour venir nous chercher. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, comme jusqu'à quel point est-ce que c'est vraiment un gros problème ou est-ce qu'on n'a pas eu de tout temps des explorateurs, des Christophe Colomb qui ont traversé l'Atlantique? Enfin, voilà, on sait faire ou pas? Alors, je pense qu'au niveau psychologique, on va y arriver parce qu'on va augmenter la durée de l'entraînement. Aujourd'hui, quand vous regardez l'entraînement d'un astronaute comme Pesquet, eh bien, il y a quand même 1 an et demi d'entraînement de base. Après, il y a un entraînement dans les autres centres, ça va être presque 2 ans. Puis l'entraînement de mission qui va durer 3 ans. Il y a 5 ans d'entraînement. Il y a Dr Pepper justement qui dit, est-ce que les séjours spatiaux ne vont pas tendre à devenir de plus en plus longs afin de préparer des voyages vers Mars? Voilà, est-ce qu'on ne va pas augmenter la longueur des... Le problème, ce n'est pas la longueur. Supposons qu'on arrive à aller sur Mars avec des moteurs modernes comme Vasimir, qui sont des moteurs à propulsion électrique. Et là, dans ce cas-là, on peut aller sur Mars en à peu près 3 mois. Donc, on peut faire 3 mois aller, 3 mois sur place, 3 mois retour. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment dans le voyage vers Mars où vous serez dans ce voyage dans l'espace avec la Terre qui sera à peine visible, Mars qui sera à peine visible. Et donc, ça sera la première fois où vous perdrez votre référentiel. C'est pour ça que là, on a vraiment des inquiétudes sur le fait de comment on va réagir lorsqu'on sera en perte de référentiel. Mais sinon, je pense que sur le voyage sur Mars,
même s'il dure 6 mois pour aller. Une fois qu'on est sur Mars, on a quand même une gravité réduite, donc l'os va quand même se refaire tout doucement, les muscles vont se refaire doucement. Le problème que je vois principalement, c'est quand même le problème des radiations, puisque même si on fait un voyage sur Mars au moment où le cycle de radiation est le plus faible sur le Soleil, eh bien, il y a quand même des éruptions solaires qui sont imprévisibles. Et quand vous avez une éruption solaire, on prend beaucoup de radiation. Moi, je me souviens quand j'étais sur Mir, Enfin, on va y revenir aux radiations, Michel Tony, évidemment. Ça, vous inquiétez pas, parce que j'ai compris que c'était un gros problème. Mais juste restons sur sa psychologie. Moi, je sais pas, je pense à. Est-ce que c'est. Enfin, c'est une question, je sais pas, mais est-ce que c'est pas. Vous êtes en train de dire, voilà, on va se retrouver à un point où on est complètement dans une forme d'obscurité, juste avec les étoiles qui scintillent, à mi-chemin entre la Terre et Mars, on n'aura pas de. Mais vous ne croyez pas qu'on va réussir à dépasser ça quand même, Guillemette Gauquin-Coq? Qu'est-ce que. Oui, je vous en prie, oui. Guillemette, vas-y. Oui, je pense qu'on arrivera à le dépasser parce que de toute façon, si vous demandez aux astronautes actuels s'ils sont prêts pour partir sur Mars, ils disent oui. Donc, je pense que ce sont des gens déjà bien calibrés, entre guillemets, et qui sont prêts à beaucoup de choses. Effectivement, on parle beaucoup du fait qu'on ne verra plus notre Terre. Et moi, je trouve qu'il y a aussi autre chose qui est peut-être stressant pour les astronautes qui partiront. Ils savent qu'ils partent pour 6 mois, qu'ils ont un voyage, mettons, de 6 mois pour revenir. S'il y a le moindre problème médical, ils savent qu'il va falloir qu'ils aient une autonomie complète. Alors, l'autonomie complète, je pense que c'est quand même très, très difficile à obtenir. C'est-à-dire que la même personne, il faut à la fois qu'elle soit ingénieur, plombier, médecin, enfin, il faut avoir plein de. L'homme à tout faire et la femme à tout faire. Il ne faut pas que ce soit des problèmes médicaux trop importants quand même. Il faut pouvoir soigner sur place, il faut pouvoir soigner dans le vaisseau. Alors que je pense que dans la station, quand même, ils savent qu'en 2 heures, ils peuvent redescendre et que, bon, s'il y a le moindre problème, ils sont immédiatement secourus, etc. Je pense vous m'avez fait remarquer 2 heures. Problème-là, quand même. Vous m'avez fait remarquer que 2 heures, bon, là, il y a des gens qui sont en France à 1 heure du premier hôpital, quoi. Ils sont Exactement. dans les déserts médicaux. Voilà, c'est pas pire qu'un désert médical. Or, alors que là, sur Mars, je pense que ça sera plus un problème et ça peut atteindre la psychologie, effectivement. Michel Tony, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je vous en prie. Non, je dis je fais confiance aux astronautes pour arriver à surmonter ce genre de problème. Et je pense qu'avec effectivement une très bonne préparation psychologique dans des milieux confinés, dans des milieux isolés, etc., je pense qu'on arrivera quand même à résoudre beaucoup de problèmes. D'accord. On a vraiment modifié l'entraînement des astronautes en donnant non seulement un entraînement technique et spécifiquement mécanique, scientifique comme avant, mais aussi un entraînement psychologique qu'on appelle le HBP. HBP, qu'est-ce que ça veut dire HBP? C'est Human Behavior and Performance. Donc c'est un entraînement d'habileté comportementale en équipe. Ça consiste en quoi? Comment est-ce qu'on s'entraîne à ça? Alors, c'est des cycles que nous faisons de 15 jours par an environ pour chaque astronaute. Et il y en a un qui est aux États-Unis qu'on appelle le NOLS, c'est un entraînement en montagne. On va faire 2 choses. On va augmenter la difficulté du trajet chaque jour pour chaque personne en fonction de sa tolérance. Du trajet entre quoi et quoi? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que chaque jour, vous allez partir d'un point A à un point B pour une marche qui va durer à peu près 7 à 8 heures, faire le campement le soir, faire des relevés scientifiques sur le trajet, faire des relevés géologiques, topographiques, et ensuite faire le campement, organiser la nourriture, organiser le campement, le matin, faire le campement, repartir. Et on fait à chaque fois un leader tournant, parce que c'est très important dans ces équipages d'avoir toujours des numéros 1 et des numéros 2 qui peuvent être intervertis. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans l'ISS. Vous voyez, Pesquet, par exemple, il a volé la première fois comme équipage et maintenant il sera commandant de bord pour la fin de cette mission. Dans la sortie extravéhiculaire qu'il va faire demain, il est leader de la sortie extravéhiculaire. Donc, c'est très important pour garder la motivation des astronautes. Et la motivation, c'est un point qui est très important pour les vols de longue durée, c'est de donner des tâches de responsabilité à chacun des astronautes et faire en sorte que chaque astronaute puisse être capable d'être numéro 2 et numéro 1 et de passer de numéro 2 à numéro 1 facilement. Et ça demande aussi des compétences particulières, un entraînement particulier, mais également une humilité, une certaine forme d'humilité, parce que quand vous êtes numéro 1, c'est difficile de revenir numéro 2. Donc l'entraînement, premier entraînement, c'est en montagne. Deuxième entraînement, c'est au Canada à Cold Lake. On les met dans le grand froid au mois de février, avec des relevés scientifiques toute la nuit. Donc ils dorment peu. Vous augmentez l'agressivité que nous avons en rémanent, donc on les entraîne à résister, et c'est pour avoir une meilleure assertivité, pour être ni agressif ni passif. Et on va augmenter la tolérance de chaque personne progressivement. Et nous, en Europe, on fait un entraînement en Sardaigne, qui est un entraînement sous cave.
qu'on appelle le cave, sous terre, Sous terre. dans les grottes. Et cet entraînement, on le fait sur des périodes de 15 jours, pour la résistance psychologique, bien sûr. Et dans le futur, pour les voyages sur Mars, on fera des entraînements beaucoup plus longs parce que sous terre, c'est vraiment le seul moment où on perd son référentiel terrestre complètement. On n'a pas de communication avec l'extérieur, on n'a pas de téléphone portable, on n'a pas d'ordinateur. Et si on ne vous met pas de pendule, vous ne savez pas combien de temps le jour a duré. Donc, si vous décalez un petit peu l'éclairage que vous allez faire de façon cyclique, vous êtes un peu perdu. Donc, il y a 4 entraînements de base et les Russes ont gardé l'entraînement en survie. Donc, si le Soyouz se pose en mer ou se pose dans les régions neigeuses en Sibérie, on doit apprendre à survivre. Et quand vous avez fait le panel de ces 5 entraînements, vous avez ce qu'on appelle une tolérance psychologique supérieure à ce que vous saviez auparavant. Et cet entraînement fonctionne très, très bien. Tout le monde y participe. Quand vous allez en Sardaigne, dans les grottes, eh bien, les Russes sont là, les Américains sont là, les Européens sont là, les Japonais viennent aussi. Et là, on a des rendez-vous également avec les Chinois qui voudraient également faire cet entraînement en psychologie. Donc, c'est quelque chose qui concerne le monde entier. Peut-être pour terminer ce petit chapitre psychologie, il y a le pouce bleu qui vous dit, est-ce que le plus dur au fond, c'est pas de s'inquiéter pour ses proches absents plutôt que pour soi-même? Parce que moi-même, en tant qu'astronaute, je suis pris, je suis extrêmement motivé, je suis préparé. Puis attendez, je suis en train de devenir un héros ou une héroïne quand même de l'humanité. C'est quand même pas mal. Ça vaut quelques sacrifices. Mais quand on pense aux proches, on s'inquiète pour eux. C'est ce que nous dit le pouce bleu. Alors, c'est vrai, c'est quelque chose qui est nouveau aussi. Quand nous, on volait dans l'espace au départ, on n'avait pas de cellules d'astronautes pour s'occuper des familles et autres. Aujourd'hui, on a mis ça en place à l'Agence spatiale européenne. Chaque fois qu'un astronaute part en vol, eh bien, on a des ingénieurs, on a une division des astronautes avec des ingénieurs, des techniciens qui vont aider les familles pour n'importe quelle tâche. L'ordinateur ne fonctionne pas, eh bien, un ingénieur va aller sur place pour réparer. Et c'était un petit peu la tâche de Matthias Maurer, qui est l'astronaute allemand, qui a été soutien des astronautes pendant 8 ans. Et en récompense, il va bientôt faire un vol dans l'espace pour remplacer Thomas Pesquet. Alors, il était, on va dire, il était dans le corps des réserves des astronautes, mais comme il a vraiment travaillé efficacement et comme il y avait un vol supplémentaire pour les Allemands, eh bien, ce vol sera pour Matthias Maurer. Donc, la récompense ultime pour quelqu'un qui était juste support des astronautes. Et ça a beaucoup aidé parce qu'effectivement, une fois qu'on a mis ça en place, le support aux familles, eh bien, les astronautes partent dans l'espace beaucoup plus tranquilles. Je pense quand même que les gens sont beaucoup plus en liaison avec leur famille quand ils sont dans l'ISS actuellement que toi quand tu étais dans Mir. Exactement, parce qu'on a une couverture globale de la couverture radio que nous avons par les satellites géostationnaires avec le sol, qui fait 90% d'orbite. Alors que quand moi je voyais dans l'espace, la couverture était environ de 0% de 0 minutes à 30 minutes maximum. On n'avait jamais les... Ouais, je crois me souvenir que sur Mir, on avait 2 fois par jour 15 minutes de conversation, enfin, quelque chose comme ça. Alors, ça variait parce que finalement, oui. les antennes relais étaient sur le sol de la Russie, de l'ex-URSS. Et on avait quitté les bateaux. Les bateaux avaient été abandonnés pour des raisons financières. Oui. Donc, il n'y avait que lorsque nous passions sur la Russie que nous avions une grande couverture. Et c'est pour ça que les sorties extravéhiculaires se faisaient au-dessus de la Russie. Et c'est pour ça que les rendez-vous des Progress et des Soyouz se faisaient également au-dessus de la Russie pour avoir le meilleur contrôle des paramètres entre la station, le vaisseau et le sol. Et je pense que les liaisons que tu avais avec le sol, c'était plus... Ah, il est parti. Quand Xavier est parti, il faut le laisser s'exprimer jusqu'au bout. Tu vas nous faire pleurer, arrête. Bravo. Xavier, pour la prochaine, peut-être que ça peut valoir le coup que tu baisses le piano par rapport au micro, que tu montes le micro, mais voilà, on t'a entendu quand même, mais voilà. Oh, ok. Petit moment émotion. Alors, j'aimerais bien qu'on entre aussi dans un autre sujet, un des gros sujets, qui est le sujet des radiations. Les radiations sont un vrai problème, Guillemette Gauquelin-Coq. Quand on fait un long voyage vers Mars, on est exposé à beaucoup de radiations.
Oui, on est exposé à beaucoup de radiations. En fait, je pense qu'il faut déjà faire l'état de l'art parce qu'on ne sait pas exactement à quelle radiation on va être exposé, comment les radiations vont intervenir quand elles vont, comment elles vont se transformer en fait quand elles vont atterrir sur le blindage des vaisseaux, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup d'inconnus à faire sur quelles cellules, quelles sont les cellules qu'elles vont atteindre et quels sont les organes qui vont être atteints surtout, parce qu'en fonction des organes, ça peut poser plus ou moins de problèmes. Donc oui, c'est un gros problème. Il y a des expériences qui sont faites actuellement par des laboratoires français en ballon, mais bon, c'est sûr que ce n'est pas très haut comme altitude, mais on peut retrouver à certains endroits des photons, des protons qu'on retrouvera en allant sur Mars. Donc, attendez, Alors, l'expérience en ballon, c'est-à-dire lancer des ballons d'eau. Oui, là, je pense en plus qu'il y aura vraiment un problème éthique parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tous identiques face aux radiations. Ouais. Et on a pu sélectionner des gens qui étaient radiosensibles, d'autres qui n'étaient pas sensibles du tout, et d'autres qui étaient moyennement sensibles. Donc, est-ce qu'on devra regarder si un astronaute est sensible ou pas aux radiations avant de le sélectionner, avant de l'envoyer sur Mars? Ça, c'est un problème éthique. Il y a également pas mal d'autres problèmes pour tout ce qui est génétique, etc., où on sait que dans la plupart des problèmes médicaux, les gènes interviennent. Donc, voilà où nous en sommes, au point de vue discussion. Et par contre, je pense que les expériences qui sont faites dans la station n'apportent pas énormément de choses, parce que dans la station, il y a très peu de radiation. Il y a des dosimétres qui sont en permanence, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Et bon, je pense que ce n'est pas tellement avec la station qu'on pourra avancer beaucoup. Alors, même, la station elle est quand même plus haut, elle est à 350 km d'altitude, elle est quand Mais il n'y même a plus pas de haut que vos radiation. ballons de haute altitude. Ils ont beau être de haute altitude, ils vont à quelle altitude? Ils vont à... On va y arriver un tout petit peu avec les Russes qui vont lancer un biosatellite dans 3 ans et auquel le test participe. En fait, ça va être un biosatellite à 1000 km. Donc là, il va y avoir des souris, des rats d'envoyer. Et là, on pourra déjà voir, déjà plus facilement, parce que ce sera des animaux où on pourra disséquer, on va dire. On pourra plus facilement voir quels sont les organes atteints exactement et comment peuvent se faire les dommages. En fait, il faut voir après, il y a des dommages au point de vue de l'ADN, mais après, est-ce que les réparations sont faites ou pas? Là, c'est ça le problème. C'est ça qui engendre quand même le cancer. Quand vous parlez de réparation, c'est des réparations naturelles, hein, des cellules elles-mêmes qui s'auto-réparent. Voilà. Comme quand on fait une radio, quand on fait un scanner, où les cellules après se réparent en fonction de l'ADN coupé. Alors, ces radiations, Michel Thuny, vous voulez nous rappeler d'où elles viennent? Ces radiations qu'on trouve dans l'espace, mais qu'on ne trouve pas sur Terre, parce qu'on a un bouclier un bouclier naturel, si je puis dire, qui permet de les défléchir. Alors, il y a deux types de radiation. Il y a la radiation du Soleil, celle qu'on connaît le plus, c'est celle du Soleil. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte, après des expériences que nous avons dans l'ISS, avec des capteurs qui sont à l'extérieur de l'ISS, que nous avons également les radiations stellaires. C'est-à-dire que chaque étoile que vous voyez, c'est aussi un Soleil qui bombarde de façon omnidirectionnelle tout l'univers, et donc on les reçoit aussi. Moi, dans mon vol... Oui, je vous en prie, pardon. Dans mon vol sur Mir, par exemple, on avait une assez forte dose de radiation, une activité qui était assez forte. Quand je m'endormais, je fermais les yeux dans le noir. J'avais des stries bleues et vertes qui se battaient dans mes yeux. Et c'est vrai que ça durait 5 minutes. C'était assez inhabituel et assez même pas troublant, mais ça vous empêchait de vous endormir tout de suite. Après, on s'endort, on ne les voit plus, bien sûr. Mais au départ, quand on ferme les yeux, on voit ces stries dans les regards. Et lorsque j'étais en 92 dans l'espace, juste avant moi, il y avait eu une période, il y avait des éruptions solaires, et on avait demandé aux cosmonautes d'ailleurs de s'abriter dans le Soyouz, qui lui a une peau plus épaisse pour avoir une meilleure protection des radiations. Donc, c'était quand même assez fort. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu tassé, bien sûr. Mais, ça s'est tassé parce que l'activité du Soleil, il y a un cycle de 11 ans. Hein. Oui, elle change, bien sûr, elle varie, mais c'est vrai que comme dit Guillemette, c'est que lorsqu'on est en orbite basse, on n'a pas beaucoup de radiation comparé au fait qu'on est protégé par les ceintures de Van Allen. C'est le champ électromagnétique qui nous protège, donc il est un petit peu perpendiculaire aux radiations, donc il nous protège. Mais lorsque nous ferons les missions autour de la Lune, dans cette station qu'on appelle le Gateway, là on sera vraiment très très haut, et là on aura les radiations complètes. Il faut savoir que les vols lunaires n'ont jamais duré plus qu'une semaine. Donc là, on va rester quand même jusqu'à des périodes de 40 jours pour étudier ces radiations. Et c'est vrai que c'est la connaissance des radiations qui est le point de départ important pour protéger les habitacles des radiations avec différents systèmes. Donc ça peut être soit faire un champ électromagnétique autour de la station, c'est assez complexe aussi, soit mettre du multicouche, c'est-à-dire mettre de l'eau, parce que nous avons besoin d'eau dans l'espace et nous récupérons de l'eau. Donc l'eau est un frein.
De l'eau à bord, donc est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour faire une peau protectrice? Alors, mais ça, il faut vraiment le modéliser, l'essayer, et c'est là qu'on s'aperçoit que ces stations spatiales qui sont de progrès différents et d'attitudes différentes vont permettre de faire avancer la connaissance et donc la protection des astronautes pour aller sur Mars. Donc c'est pour ça que cette station sur la Lune, elle est fondamentale pour bien contrôler les radiations et les systèmes de support vie avant que nous puissions envisager de faire le voyage sur Mars. Alors, quand je vous ai parlé, Michel Tonini, vous avez eu des mots très, très, très forts sur ces affaires de radiation. Vous m'avez dit, mais si on part sur Mars, là, sans protection, on va arriver sur place mort grillé. C'est l'expression que vous avez utilisée. Donc, je ne sais pas si vous la reprenez, effectivement. Vous m'avez dit, c'est une sorte de Tchernobyl en temps réel. Donc, ça m'intéresse d'essayer de mesurer jusqu'à quel point voilà, vous avez eu tendance par ces expressions comment dire, à exagérer, si je puis dire, ou est-ce que c'est vraiment à ce point-là? C'est-à-dire que si vous partez sur un voyage de 6 mois, que vous restez sur place pendant 6 mois et que vous revenez et que le voyage dure 2 ans et que vous avez 0 protection aujourd'hui et que vous avez en plus une éruption solaire assez importante, la dose de radiation sera très très importante et vous aurez des phénomènes équivalents aux personnes qui sont contactées par des radiations très fortes, comme dans des puits nucléaires, comme il y a eu pour Tchernobyl. Donc c'est quand même quelque chose de très sérieux à ne pas prendre à la légère. Et je pense qu'il faudra qu'on retrouve une solution pour ces radiations avant que nous puissions envoyer des gens beaucoup plus loin sur Mars. Guillemette Gauquelin-Coq, alors vous confirmez ce niveau de danger si on a un voyage qui dure 2 ans, on a, imagine une éruption solaire et puis on est mal protégé, c'est vraiment très dangereux. Ah oui, non, mais c'est évident que s'il y a une éruption solaire, ça, je pense qu'on est plus que grillé, hein, parce que c'est une telle dose de radiation que je ne crois pas qu'on puisse s'en sortir. Hein. Ah ben, ça a l'air de vous faire rire, donc je suis rassuré quand même. Est-ce qu'on n'est pas capable de calculer en fonction des éruptions solaires, en fonction, comme c'est que tous les 11 ans, etc. Est-ce qu'on peut partir à un moment où on est plus sûr de ne pas avoir d'éruption solaire, mais même en dehors de ça? Effectivement, je pense que c'est un gros problème. Parce que, bon, blinder les vaisseaux, d'accord, mais on ne peut pas non plus trop les blinder parce qu'il y a plus trop lourd. Et puis, il y a certains matériaux qui ne sont pas bons. Hein. En fait, les neutrons, les protons se projettent dedans et vont directement sur l'homme. Donc, je pense que c'est des études à faire. Et c'est justement ce qui est fait avec des ballons, avec différentes protections, avec du plomb, avec de l'alu, etc. Et on voit comment les cellules sont modifiées en fonction de ces matériaux. Et c'est quand même très, très difficile, très, très différent en fonction du matériel. Il y a Wewe Spadon qui vous demande justement, est-ce qu'on a trouvé le moyen de protéger les astronautes d'un voyage vers Mars concernant les radiations? Apparemment pas. Et la recherche est en cours. Oui, la recherche est en cours. Il y a un beau chemin, je pense, devant nous, une belle autoroute pour faire des recherches. C'est parce que c'est difficile que c'est intéressant, d'ailleurs. Il y a un problème à résoudre. Et l'être humain grandit lorsqu'il résout un problème, lorsqu'il cherche à résoudre et qu'il trouve la solution. C'est la grandeur de l'humain. Et Michel, je pense que ça servira aussi pour d'autres. Ça servira pour d'autres choses que les voyages sur Mars. Hein. Si on arrive à résoudre un certain nombre de radiations, je pense que ça sera des retombées énormes après. Et Michel Tonini, vous parliez de la possibilité d'avoir des multicouches, c'est ça? Plusieurs couches de matériaux différents? Oui. Aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, il faudrait à peu près 1 mètre de plomb autour de la station pour la protéger efficacement des radiations. 1 mètre de plomb, c'est évidemment parfaitement inimaginable. C'est inimaginable parce que c'est beaucoup trop lourd. C'est beaucoup trop lourd. Mais bon, on va trouver des solutions, pas avec du plomb, mais comme disait Guillemette, avec du multicouche, avec différents matériaux qui vont au total mieux protéger la station. On peut envisager par exemple des couches de fibres, de l'eau, puis des couches de métal et encore de l'eau. Et si vous avez du multicouche, eh bien, ça va freiner le chemin des protons qui arrivent du Soleil et donc ils seront freinés avant d'arriver dans la station, là où sont les humains. Alors, il y a Ayoud BDSP qui vous demande est-ce qu'on est capable de faire un test pour savoir si quelqu'un est plus radiosensible que quelqu'un d'autre, Guillemette Gauquelin-Coq? Oui, non, mais j'ai une équipe à Lyon, l'hôpital des anticancéreux à Lyon-Bérat, qui font effectivement des études avant de commencer chaque radiothérapie pour les malades. En fait, ils font un test pour voir si les gens sont très radiosensibles ou pas, beaucoup radiosensibles, de façon à éviter de brûler les gens. Parce que pour la même quantité de rayons, vous avez des gens qui seront complètement brûlés et d'autres qui n'auront aucun effet sur leur tumeur. Donc, si effectivement, maintenant, c'est couramment fait en médecine de tous les jours. OK.
Parfait. Alors, on a une autre question. Quelqu'un qui vous parle des missions Helios. Donc, ce sont plusieurs satellites, hein, si je ne me trompe pas, qui tournaient autour du Soleil. On a aussi Solar Orbiter, hein, qui tourne autour du Soleil. On peut imaginer qu'on peut avoir des vigies comme ça à l'avant-poste qui sont capables d'identifier que voilà, une explosion de matière, si je puis dire, une éruption solaire est en train d'avoir lieu. Il faut savoir qu'une éruption solaire, c'est une bouffée de matière, une bouffée donc de rayonnement dans un sens. C'est-à-dire que finalement, la bouffée peut avoir lieu et les particules en question ne pas aller vers la Station spatiale internationale. Il faut aussi se trouver à l'endroit où les particules passent, hein, pour que ce soit dangereux. Alors, est-ce qu'on peut avoir comme ça des avant-postes qui vont prévenir d'une éruption solaire? Ça, je ne sais pas, hein, c'est assez complexe quand même. Hein. En D'accord. général, c'est un problème. Les éruptions solaires, pour l'instant, elles sont assez difficiles. Et puis en plus, il n'y a pas que notre Soleil, il y a tous les soleils qui sont autour de nous. Il y a quand même des milliards d'étoiles qui nous bombardent de rayonnements équivalents. Je ne suis pas sûre que dans ces missions-là, Solar Orbiter, etc., ils s'occupent beaucoup des problèmes de radiation de ça. Je ne pense pas qu'il y ait des études de fait là-dessus. Enfin, je ne sais pas. Puis c'est peut-être mieux, Michel. Non, mais je sais que bon, dans l'ISS, on a commencé à voler avec des dosimètres passifs. Oui. Ensuite, les Suédois, avec Fluosang, a mis des stylodosimètres actifs. Donc, on a progressé, hein, dans la mesure des radiations des intérieurs. On s'est rendu compte que dans la station spatiale, il y a certains endroits qui sont mieux protégés que d'autres. Donc, aujourd'hui, on fait vraiment du point par point pour savoir où c'est protégé. Moi-même, en 92, j'avais une expérience du CNES, hein, sur le comptage des radiations dans l'espace. Donc, on avait un petit capteur qu'on mettait dans différents endroits pour savoir les radiations qu'il y avait à différents endroits. C'est pas Nausicaa à l'époque? Nausicaa, exactement, Nausicaa. Il y avait un capteur et puis une espèce de... Avec les RSN. Ouais. Voilà, exactement, un truc blanc, Nausicaa, exactement. Le joli nom romantique de Nausicaa. Excellent. Alors, il y avait une question que vous vous posiez, Guy Gauquelin-Cox, c'est que si on commence à faire pousser des légumes, notamment à bord, hein, il en est question de faire pousser des légumes à bord d'un vaisseau qui partirait vers Mars, est-ce que ces légumes ne risquent pas eux-mêmes d'être irradiés? Est-ce qu'on ne risque pas d'augmenter la contamination, d'avoir en plus une contamination interne à partir du moment où on mange des légumes irradiés? Ben oui, justement, nous, au CNES, on a une équipe qui travaille sur le sujet, parce qu'en fait, on s'est dit c'est bien de faire pousser des légumes dans la station pour aller sur Mars, parce que ce sera la seule possibilité d'avoir des serres, etc. Mais est-ce que ces légumes seront bons ou pas pour la santé? Est-ce qu'ils seront irradiés, etc. Donc, il y a des expériences qui sont faites en ce moment au sol, en fait, avec un petit Mars simulateur, comme on l'appelle à Toulouse. Et en fait, on fait des expériences sur des tomates, du riz, des pommes de terre, des radis, pour voir, en fait, en irradiant ces plantes, alors soit au niveau de la graine, soit au niveau de la plante, soit au niveau de la fleur, soit au niveau de la feuille, si effectivement il y a des modifications du cycle cellulaire, il y a des cassures d'ADN, etc. En fait, ça donne des résultats très, très intéressants et on se rend compte que les plantes sont quand même beaucoup perturbées. Autant elles ne sont pas beaucoup perturbées par la microgravité, elles arrivent toujours à retrouver leur côté, autant par les radiations, il semble qu'il va quand même y avoir quelques petits problèmes. Il va quand même falloir essayer de trouver des solutions pour que ce qu'on mange soit bon. Encore une fois, je pense que dans la station, les salades sont pas irradiées, rassurez-vous. D'accord, d'accord. Alors, on a Astra 39A qui dit, mais alors, une coque avec une sous-couche d'eau, ça ne protégerait pas suffisamment des radiations? Non, apparemment pas, hein. Quand même, le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, on a aussi TJ Jupistrom qui dit, voilà, est-ce qu'il y a des projets de nouvelles stations spatiales, ou est-ce qu'on est juste en train de penser à l'amélioration de la station spatiale internationale actuelle, ou bien rien du tout? Où est-ce qu'on en est là en matière de station spatiale? Là, il y a la station ISS, hein, qui existe en ce moment, qui a encore une durée de vie d'environ une dizaine d'années. Enfin, elle commence à vieillir, elle commence à perdre de l'air, donc on a quand même des petits problèmes dans la station aujourd'hui. Donc l'ISS, c'est la station, ce que j'appelle la station spatiale internationale. Voilà. Internationale, mais les Chinois sont en train de lancer leur station, qu'on appelle la Tiangong 3, donc c'est la troisième station spatiale des Chinois. Et puis, il y a une autre station qui est en préparation, qui est le Gateway, qui est une station qui sera en orbite autour de la Lune. Donc, c'est un concept tout à fait nouveau. On va mettre une station autour de la Lune et les astronautes iront se poser sur la Lune de temps en temps, mais pas
en permanence. Les maisons seront autour de la Lune et après, on aura des maisons sur la Lune. Mais ça sera intéressant parce que quand on fait une mission autour de la Lune, elle est quand même plus sûre et plus économique que celle qui comporte uniquement l'atterrissage lunaire. On peut mettre une station beaucoup plus grosse autour de la Lune que la station sur la Lune. Donc, un vrai projet de station orbitale, non plus autour de la Terre, mais autour de la Lune cette fois. Hein. Et alors, ce n'est pas juste un projet en l'air, hein. Il y a vraiment des financements, c'est en train de se mettre en place. Peut-être qu'on peut regarder, Alice, peut-être qu'on peut regarder l'image numéro 13 et on va voir ce gateway. Ce gateway, c'est donc cette station orbitale. Qu'est-ce que vous voulez en dire un mot, Michel Tonini, de cette belle station? Alors, une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit tout de suite qu'elle est beaucoup plus petite que la station ISS. C'est normal, puisqu'on est quand même beaucoup plus loin. Donc, chaque kilogramme coûte beaucoup plus cher à envoyer. Donc, elle est quand même beaucoup plus petite. Elle sera en coopération internationale. Donc, il y aura sur les Américains, les Japonais, les Européens et les Canadiens. Les Russes n'ont pas encore donné leur participation sur cette station. Mais rappelez-vous, lorsqu'on a eu l'ISS, les Européens ont signé en 86 et les Russes ont signé en 93, très tardivement. Donc, c'est pas impossible encore aujourd'hui. Ça dépend vraiment des négociations au niveau politique, au plus haut niveau. Et cette station, par exemple, où il y a des panneaux solaires, eh bien, les panneaux solaires que vous voyez sur le Gateway sont les mêmes panneaux solaires que Thomas Pesquet va installer demain sur l'ISS. Oui, parce que demain, il y a une sortie extravéhiculaire. Il va y avoir une sortie dans l'espace de Thomas Pesquet. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous informe que vous pourrez, en partenariat avec le CNES, suivre en direct cette sortie extravéhiculaire. Ce sera à 18h, soit sur la chaîne Twitch, soit sur la chaîne YouTube d'Arte. La chaîne Arte, chaîne Twitch, chaîne YouTube, 18h, en direct, la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet, où il va installer de nouveaux panneaux solaires. Donc l'idée, si on reste un petit peu justement sur cette station, cette gateway, comme on l'appelle, Lunar Gateway, hein, c'est le nom que la NASA lui a donné. Donc l'idée, c'est que des hommes et des femmes puissent aller sur cette station orbitale, revenir éventuellement sur Terre, donc faire des tours de la Lune, revenir sur Terre, ou bien aller sur la station elle-même, et puis cette fois-ci, descendre directement sur la Lune, y faire des travaux, revenir sur cette station, etc. Donc, c'est une sorte de relais, si je puis dire, de relais, voilà, d'une sorte d'auberge relais, si je puis dire, Michel Tonini. Ça correspond un peu au plan de Von Braun. Hein. Rappelez-vous son livre qu'il a écrit en 1949, où il disait, eh bien, pour faire une mission dans l'espace vers la Lune ou vers Mars, faisons un train spatial en orbite basse autour de la Terre. Et de ce train spatial, une fois qu'on a fait le plus gros du travail, qui est d'arriver en orbite basse, partons avec un petit remorqueur de l'orbite terrestre vers l'orbite lunaire ou vers l'orbite martienne. Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'ISS ne permet pas d'avoir cette facilité, mais il y a aussi une autre station qu'on appelle Axiom, qui est une station commerciale, qui est déjà budgétisée et qui va être au départ accolée à l'actuel ISS, qui sera financée par des financements privés, pas publics, mais privés, commerciaux, pour faire des activités purement commerciales, mais également la NASA. Donc la NASA pourrait très bien payer des stages à ses astronautes dans l'Axiom. Donc on passe d'un leader étatique vers un leader de station qui est privé et qui pourrait sous-traiter ses places de longue durée dans la station Axiom à des gens de la NASA. Un peu l'inverse, mais un peu ce que fait aussi aujourd'hui SpaceX avec l'envoi des astronautes dans l'ISS. Donc, il y a un changement de paradigme, ce qui fait que les agences spatiales, finalement, elles se gardent la partie la plus complexe, qui est l'exploration lointaine, comme le Gateway ou bien Artemis ou l'exploration vers Mars. Ah, on t'entend pas, Xavier? Non. On m'entend là? Ouais, c'est bon, là, vas-y. Excusez-moi, je voulais revenir sur un petit problème Je t'en prie, bien sûr. que nous avions exposé avec Guillemette. C'était par rapport à l'alimentation et au potager. Parce que moi, j'ai un potager. Figurez que je vis à Paris, mais nous avons un jardin partagé. Et je voulais vous dire que dans un bar des sciences, sur la patate, on avait appris, et ça m'épate, je vous assure, Guillemette, que toutes les cochonneries et toutes les radiations se mettent dans la peau. Si on l'enlève, on est bon.
Alors, C'est une proposition pour nos amis agriculteurs spatiaux. enlevez la peau et vous êtes protégé, là. Puis Dans mettre la aucun salade, coq. il n'y a pas de peau, par contre, hein. Il y a certains légumes qui n'ont pas de peau. Effectivement, c'est ce qu'on dit, les pesticides, etc. Mais il faut voir si ce n'est pas plus profond, si ce n'est pas des dommages plus importants que simplement l'extérieur de l'aliment. Alors, on a vu ensemble la station, le Gateway, le Loon Gateway de la NASA, à laquelle l'Agence spatiale européenne participe, en tout cas participe au projet Artemis. Artemis, c'est l'ensemble, Gateway, mais aussi des capsules. Il y a Orion, je crois, la capsule Orion à laquelle l'Agence spatiale européenne participe, qui va permettre d'amener des hommes et des femmes justement sur ce Lunar Gateway, etc. Je voudrais peut-être qu'on montre l'image numéro 2, parce que là, l'image numéro 2, c'est la Station spatiale internationale. Vous allez voir la différence, effectivement. L'ISS, on dit que c'est les dimensions d'un terrain de football, hein, c'est ça, Michel Tonini? Oui, c'est 100 mètres par 100 mètres. D'ailleurs, même ceux qui habitent à Paris, on la voit dans le ciel parisien très facilement, hein. C'est un point lumineux qui est vraiment très visible. Et avec le confinement, avec l'arrivée des voitures électriques, il y a moins de pollution dans Paris. Donc, on la voit de mieux en mieux. Donc, cet effort sur l'air de Paris a fait du bien à la vision de nos étoiles et de nos stations spatiales. Alors, on va continuer peut-être à voir quelques images comme ça de la Station spatiale internationale. Regardons déjà l'image numéro 1, là, Alice. On va découvrir Thomas Pesquet. Alors, à droite, c'était quand il était parti avec la mission Proxima. Donc, c'était déjà il y a quelques années. Et puis là, on a la nouvelle tenue SpaceX. Plus moderne, hein, plus design. Il paraît qu'ils ont qu'ils ont demandé les services d'un costumier d'Hollywood, hein, qui a fait le design. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Tonini? On a une image plus moderne là, avec cette image de gauche. Alors oui, finalement, le scaphandre est beaucoup plus saillant parce que je me souviens du scaphandre américain orange qu'on avait sur la navette, qui était vraiment un baby-gros assez large, pas du tout sexy. Et chez les Russes, c'est pire parce que chez les Russes, vous devez avoir un scaphandre qui vous protège lorsque vous êtes assis avec les genoux sur les mentons. Donc ça vous fait une grande poche au niveau du derrière, ce qui fait que lorsque vous allez à la station et que vous marchez, ça vous fait un profil un peu particulier, mais l'avantage pour nous, enfin l'important pour nous, c'est que le scaphandre nous protège en cas de dépressurisation. Si on a un problème de dépressurisation, le scaphandre, c'est votre survie, parce que sans le scaphandre, le sang va se mettre à bouillir en moins de 2 minutes si jamais vous avez une dépressurisation. Alors, expliquez-moi, le sang va se mettre à bouillir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire que si vous êtes sur Terre, vous êtes compressé par la pression atmosphérique, mais dès que vous êtes dans l'espace et vous êtes dans le vide sans scaphandre, comme vous n'avez pas cette pression, par les lois de Dalton, vous allez commencer à gonfler, et le sang va se mettre à monter en température et il va être en ébullition. Donc, il y a eu des accidents d'ailleurs, hein, chez les Russes au départ, quand on volait sans scaphandre. Donc aujourd'hui, tous les vols se font en scaphandre. Et sur le scaphandre de Thomas Pesquet que vous voyez ici, les articulations que vous voyez au niveau des mains et au niveau de la tête, les articulations, au lieu qu'elles sont en métal, elles sont en plastique très très dur. Donc ça résiste beaucoup mieux et c'est beaucoup plus léger. Et on peut faire une structure qui est beaucoup plus design qu'auparavant. Peut-être qu'on peut entrer dans cette station avec l'image numéro 3, sauf que c'est sur Mir. Hein. L'image numéro 3, c'est sur la station Mir. On retrouve Claudie Aigneret. Guillemette Vauclincotte, c'est vous qui aviez envie de passer cette image. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Non, c'était simplement pour montrer qu'effectivement, elle allait bien avec l'image suivante où on voit l'alimentation. C'est simplement pour montrer aux gens comment les astronautes étaient obligés de boire, puisque tous les liquides se mettaient en bulle, comme a dit Michel. Les astronautes sont obligés de boire avec une espèce de paille leur boisson. Et je voulais également montrer que la station était vraiment très, 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 très complète. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de bazar. Mais en fait, c'est tout des appareils qui servent pour faire des expériences scientifiques. Et c'était pour rappeler que nos astronautes qui montent dans la station ne regardent pas simplement par le hublot, comme certains peuvent le croire et le dire, mais font énormément d'expériences scientifiques, puisque quelqu'un comme Thomas Pesquet va en faire 200 pendant toute sa mission en dehors des sorties extravéhiculaires. Donc, c'était simplement pour montrer qu'il y avait énormément d'instruments scientifiques. En fait, on verra tout à l'heure Columbus,
de tous les pays du monde qui se joignent pour chacun apporter sa petite part. Alors, regardons l'image numéro 8, parce que l'image numéro 8, elle est assez carabinée quand même. C'est Thomas Pesquet, d'image récente, donc non plus sur Mir, mais sur la Station spatiale internationale, et qui range des câbles. Et moi, tout à l'heure, j'ai bougé un ordinateur, mais déjà, mes câbles, je ne sais pas pourquoi, mais sont tous emmêlés. Et j'imagine que dans l'espace, en plus, avec l'impesanteur, les câbles volettent, ouais, si je puis dire, en tout cas flottent. Et comment, ça va être infernal, on le voit effectivement. Ranger des câbles, Michel Tonini? Alors, c'est vrai que lorsqu'on fait une expérience sur Terre, tout se pose par la gravité, donc c'est facile, ça va sur une table, ça va au sol, et bien dans l'espace, ça va commencer à flotter. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de velcro, et on va velcroter le maximum de câbles en les enroulant autour, et on va mettre ces velcro contre le mur de la station, qui a des petits endroits où on peut poser ce velcro. De même que la nourriture, lorsque vous mangez de la nourriture qui est lyophilisée, il y a un petit morceau de velcro sur votre paquet de nourriture pour le mettre sur le mur de la station. Tout ce que vous avez, un appareil photo, des chaussures de sport, une expérience, au maximum, on va essayer de tout mettre sur le mur de la station pour ne pas encombrer le passage de la station. Sinon, tout se mettrait à flotter. Malgré tout, on perd beaucoup de choses dans la station. Moi, dans mon premier vol, je me souviens, j'ai arrivé en 92, j'ai perdu un capteur d'un échographe. On avait un échographe qu'on appelait S de cœur. Je l'ai perdu le premier jour, donc je l'ai récupéré à la fin du vol. Il était bloqué contre une grille. Vous savez, il y a des radiateurs, pas des radiateurs, mais des aspirateurs. Et donc, j'ai dû prendre un capteur de secours pour faire toutes les expériences pendant le vol. Donc, on perd beaucoup de choses. Hein. Si vous mettez des choses dans les poches, par exemple, et que vous ne fermez pas les poches comme sur Terre, eh bien, en microgravité, tout va partir rapidement. Et donc, il faut faire très attention à la discipline que vous avez pour ranger vos affaires dans vos sacs, bien fermer les sacs. Ça prend plus de temps que sur Terre, bien sûr. Je pense que les gens sont plus disciplinés que nous dans nos maisons, nos bureaux. Oui, maintenant, il y a une tâche. Maintenant, il y a un IMS, Inventory Management System, un système de code barre. Chaque chose que vous avez dans l'espace, eh bien, on met un code barre comme au supermarché, et c'est référencié avec un endroit particulier. Vous allez le mettre à un endroit particulier, et ça permet au sol, au centre de contrôle, de savoir où sont les affaires, mais également de savoir où se trouve le centre de gravité de la station. Parce que quand vous faites une impulsion pour monter la station, il est important que le centre de gravité soit bien au bon endroit et préférablement au milieu de la station. Il y avait une configuration de la station où elle était un petit peu dissymétrique avec des modules sur le côté gauche ou sur le côté droit et le corps principal. Eh bien, ça veut dire que le centre de gravité était à l'extérieur. C'était important de savoir où était le centre de gravité précisément et savoir où était la masse de la station pour que lorsqu'on surélève cette station, l'impulsion soit faite de façon très précise. On peut aller voir l'image numéro 4. C'est une image justement où on voit la nourriture spatiale. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire, Guillemette Gauquelin-Coq? Moi, je pense que c'est surtout Michel qui doit dire, parce qu'il en a plus mangé que moi. Maintenant, il y a des grands cuisiniers quand même qui font des bons petits plats, Michel Tonini. Je pense qu'il y a une très grande évolution. Raconte, Michel, ce que tu mangeais dans Mir. Alors, dans Mir, on avait beaucoup d'aliments russes qui étaient lyophilisés, donc ils sont séchés, la nourriture elle est séchée au sol, et puis arrivé là-haut, on va mettre de l'eau, soit de l'eau de récupération, soit de l'eau qu'on a avec nous à bord pour la rendre plus malléable, donc c'est de l'eau chaude. Et donc ce sont des purées, c'est ça, ces genres de choses? Alors, il y a des purées, il y a du riz, il y a des pâtes, il y a du poisson, il y a des boîtes de conserve avec du poisson, il y avait du fromage, il y avait… Non, pas du fromage lyophilisé quand même. Non, alors c'est un fromage qui était en boîte, mais il n'était pas très bon en boîte. Donc, on a toujours trouvé une combine pour que la nourriture, qui n'est pas forcément appétissante au départ, soit appétissante. Et les boîtes de fromage, elles étaient en métal, donc on les mettait dans le four que nous avions dans la station Mir. On le chauffait, le fromage fondait, et on avait des petits morceaux de pain. Vous savez qu'on n'a pas du pain comme sur la terre, on a des petites boulettes de pain pour éviter de faire des miettes. Et donc, on trempait ces boulettes de pain dans le fromage et ça faisait des mini fondus que nous avions là-haut. On avait fait nos fondus à nous dans l'espace. Donc, ce n'est pas forcément excellent. Il y a des soupes. Vous savez, les Russes sont excellents pour les soupes. Il y avait des borshs, des soupes avec du chou qu'on faisait chauffer. Donc, on a un four qui est très, très pratique pour les boîtes de conserve,
eh bien, pour les tubes de soupe, et c'est très bon. Et chez les Américains, il y a des choses très très bonnes. Il y a des crevettes, il y a des steaks hachés lyophilisés, donc c'est quand même pas mal. Et aujourd'hui, bien sûr, on a Ducasse, Alain Ducasse et Thierry Marx qui font de la nourriture, pas pour tous les jours, mais pour des journées spéciales. On a quand même une nourriture améliorée. Donc, je pense que pour Pesquet, pour le 14 juillet, ou bien pour la victoire de la France ce soir au football, peut-être qu'il y aura des nourritures qui sera améliorée de Ducasse ou de Thierry Marx. Il y a de la chance qu'il n'y ait pas d'astronaute allemand en ce moment dans la station. C'est vrai. Thomas, c'est pas toujours agréable d'arriver à ranger tous ces câbles. Allez, ne nous raconte pas de fables. Je suis sûr que des fois tu pètes un câble. Câble, c'est sûr, c'est sûr. Il y a une autre activité, je crois, qui est extrêmement désagréable dans l'espace, c'est le ménage. Dites-moi si j'ai raison, Michel Tonini, c'est-à-dire que la poussière se met absolument partout. Donc, elle n'est pas au sol, elle n'est pas posée, elle peut être absolument partout. La poussière va partout. C'est pour ça qu'on a dans la station, nous avons des espèces de petits aspirateurs sur les parois de la station qui vont aspirer l'air et les poussières pour les faire rentrer dans un aspirateur qui est dans la peau de la station. Et donc, nous, ce qu'on a à faire comme nettoyage, c'est vraiment nettoyer les parties qu'on a salies de façon accidentelle avec nos mains ou avec notre nourriture ou nos expériences, et surtout aspirer les filtres, parce que comme vous avez ces aspirateurs, toutes les particules vont se bloquer sur les filtres, et donc nous, on doit aspirer ces grilles de filtres régulièrement tous les samedis. En général, le samedi matin est le jour du début du week-end, et ce samedi matin, c'est ou le nettoyage, ou bien ce sont des conférences aux écoles, ou des points de mesure supplémentaires pour les ingénieurs ou les professeurs qui font de la science avec nos expériences. Donc, on a le choix, mais la tâche de ménage doit être partagée entre tous les membres d'équipage, donc tout le monde y passe, bien sûr. Même le commandant. Mais ce n'est pas une tâche très désagréable. Je l'ai vu sur la station Mir, ça se passe bien. D'ailleurs, j'aurais dit, si vous voulez que je monte pour nettoyer la station, je suis volontaire aussi. Ah, de toute façon, Michel Tony, il est prêt, il veut aller il veut repartir. Je vais bien nettoyer la station. Alors, il y avait quelques autres questions qui vous étaient posées. Alors, si on revient, je fais une petite incise, revenir en arrière sur les questions de psychologie, il y avait une personne qui disait, avec la technologie de la réalité virtuelle, c'était en réponse à Space Cowboy 141, avec la technologie de la réalité virtuelle, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une pièce dans le vaisseau pour que les astronautes puissent s'imaginer ailleurs sur Terre, avec des haut-parleurs, avec un générateur d'odeur intégré, etc. C'est déjà un petit peu ce qui est fait pendant les exercices, là, pendant la mission de Thomas Pesquet, puisqu'il va pouvoir pédaler en visitant les monuments de Paris, en s'arrêtant quand il veut, en repartant. Il va faire un peu de montagne, etc. Enfin bon, je pense que c'est bien pour des exercices pendant 2 ou 3 heures, mais je pense qu'on ne peut pas faire ça en permanence et on ne peut pas avoir un casque de réalité virtuelle 24 heures sur 24, ou ne serait-ce que 15 heures par jour. C'est quand même relativement désagréable. Enfin, je trouve qu'au bout d'un certain temps, c'est quand même assez désagréable. Donc oui, on peut le faire pour un certain nombre de choses comme l'exercice. Mais pour le reste, moi, je ne suis pas sûr que ce soit une solution. Enfin, je ne sais pas, Michel, ce que tu en penses. Mais Non, c'est vrai que tout ce qu'on parle d'entraînement psychologique, il commence à fonctionner quand ils sont dans la durée. Par exemple, nos entraînements HBP durent 15 jours, mais il faut au moins 15 jours pour que les gens ancrent une formation et un apprentissage psychologique. Et HBP, c'est Human Behavior and Performance. Et lorsqu'on parle des voyages vers Mars, l'entraînement, ce sera des entraînements HBP qui vont durer 3 mois. Donc, ce sera des entraînements en Antarctique, qui ont déjà commencé d'ailleurs avec les Américains, des stages qui vont durer 3 mois, voire 6 mois. Donc, c'est 6 mois dans le confinement. Imaginez-vous la personne qui va passer 6 mois au pôle Sud, lorsqu'on lui dira de partir sur Mars, ils auront déjà perdu un petit peu le référentiel du confort terrestre et de la vue de la Terre. Oui, c'est simplement un petit mot. L'idée, effectivement, d'utiliser la réalité virtuelle pour sortir de l'univers de la Station spatiale internationale, pour avoir une impression d'espace, de nature, etc. C'est vraiment, d'après ce que j'ai compris, c'est des études qui sont menées depuis pas mal de temps, pour s'évader, et on réalise comme ça, effectivement, réalité virtuelle donne la possibilité aux gens de s'évader.
Bon, voilà, ça se fait, hein, et ça se fait encore aujourd'hui apparemment. Il y a quelqu'un qui vous demande aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter une sorte d'intelligence artificielle qui serait créée à partir de réelles interactions, nous dit Géocamac, pour que les astronautes puissent avoir de nouvelles interactions sociales. Voilà, en se disant, je suis dans un équipage, disons, de 5 personnes, est-ce que je ne peux pas avoir des interactions avec une intelligence artificielle supplémentaire qui ajouterait de la variété peut-être? Ça a été fait, hein, c'est l'expérience Simon qui a volé avec l'astronaute Alexander Gerst, allemand, qui était un petit robot qui le suivait et qui vérifiait tout ce qu'il faisait toute la journée. Et ce robot enregistrait tout son fonctionnement de la journée. Donc, comme le robot était une petite boule qui flotte en apesanteur, le robot arrivait à le suivre dans toutes ses occupations. Et lorsque l'astronaute faisait une tâche différente de ce qu'il faisait d'habitude, eh bien, le robot lui disait, tiens, il y a un truc que tu fais qui est différent. Et c'est vrai que quand on a une routine que l'on va casser sur la façon dont on fait le sport, la façon dont on se lève, la façon dont on vit dans la journée, eh bien, c'est peut-être un signal d'alerte sur quelque chose qui va changer au niveau psychologique. Donc, Simon a volé 2 fois avec l'astronaute allemand, et c'est un petit peu le début de notre intelligence artificielle qui va vraiment nous aider au niveau psychologique. Il y a beaucoup de questions. Il y a tout un débat là sur Twitch autour de l'action de la Chine. Alors, c'est un sujet dont on pourra parler, mais je vous propose d'en parler tout de suite parce que là, voilà, c'est bouillant, là, je le sens. On a par exemple Wow Espadon qui dit oui, la Chine préfère agir en solo aujourd'hui et qui dit c'est dommage pour eux. Le spatial devra forcément devenir international. Les Chinois, avec leurs moyens, pourraient tellement apporter plus pour la Lune et Mars qu'agir en solo. Heidendal qui dit non, la Chine n'agit pas en solo. C'est pas que la Chine agit en solo, c'est que la loi américaine interdit à la NASA de travailler avec la Chine. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il en est, Michel Tounini? On voit bien qu'effectivement, d'abord, il y a une nouvelle glaciation qui est en train de se mettre en place, hein, une nouvelle guerre froide, hein, d'une part entre les États-Unis et puis la Chine, et nous, les Européens, il va falloir qu'on commence à choisir notre camp aussi. Et puis on voit qu'il y a un rapprochement entre la Chine et la Russie. Ils ont envie d'agir ensemble dans l'espace. Donc, on va avoir 2 systèmes un petit peu concurrents, si je puis dire. Alors nous, on ne nous a pas demandé de faire un choix entre coopérer avec les Américains ou coopérer avec les Chinois, puisque nous avons commencé une coopération avec la Chine au niveau des astronautes il y a environ 10 ou 15 ans. Et quand vous dites nous, c'est qui? Nous, c'est l'Agence spatiale européenne, Européen. donc nos astronautes européens, dont Pesquet, parce que nous, on travaille vraiment avec l'Agence spatiale européenne pour tout ce qui est des vols vers l'ISS. Et donc, on a aujourd'hui une coopération qui fait qu'on a des taïkonautes qui viennent s'entraîner à Cologne 15 jours, par période de 15 jours. Les taïkonautes, c'est les astronautes chinois. Hein. Astronautes chinois, voilà. Et on a aussi nos astronautes européens qui vont s'entraîner au centre d'astronautes chinois à côté de Pékin. Et on a déjà 2 ou 3 astronautes qui parlent le chinois pour avoir cette coopération fluide. Et très certainement, on aura un jour un astronaute européen qui sera invité à voler dans la station spatiale chinoise, Tiangong 3, ou même aller sur la Lune avec les Chinois. Donc, c'est pas absolument pas interdit. Et je voudrais dire que les Chinois voulaient coopérer avec nous, mais on ne leur a pas permis, on ne leur a pas donné un poste qui était à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Les Chinois sont des gens qui ont leur fierté comme tous les pays, et ils voulaient une coopération à un niveau assez intéressant qu'ils n'ont pas eu. Donc, ils ont dit, si on ne peut pas coopérer de façon correcte, eh bien, on va faire notre station à nous. Et c'est vrai qu'ils ont suffisamment d'argent pour arriver à faire leur développement spatial. Et c'est vrai qu'ils ont un système spatial qui est simple. Ils ont une fusée longue marche qui est relativement simple. Ils ont un vaisseau Shenzhou qui ressemble beaucoup au vaisseau Soyouz, avec la partie orbitale qui est cylindrique au lieu d'être une sphère. Et ils ont été progressivement, ils ont été lentement, mais on pourrait dire que comparé aux agences spatiales classiques comme les Américains ou les Russes, c'est la seule agence spatiale qui a eu 0 accident depuis le départ. Donc, ils ont vraiment utilisé les leçons apprises des accidents ou des incidents des agences spatiales de réputation pour faire un système qui fonctionne bien. Et je pense qu'ils ont la volonté, la motivation et l'intelligence pour aller faire des stations spatiales complexes ou aller sur la Lune. Et ailleurs, ils ont fait une mission vers Mars récemment qui était très, très bien réussie aussi. Donc, c'est à voir, mais je pense que dans le futur, on aura une coopération avec la Chine et le reste des partenaires de l'ISS, comme on a eu une coopération entre les Russes et les Américains sur la Station spatiale internationale. C'est juste une question de temps, mais quand on regarde
le prix que coûte une mission vers Mars, c'est évident qu'il vaut mieux la partager entre 7 partenaires, enfin 7 continents, que par un seul partenaire. Et ce serait un petit peu dommage de faire 7 lancements en orbite basse, 7 stations spatiales en orbite basse, 7 maisons sur la Lune ou 7 vaisseaux qui iront vers Mars. Donc on comprend bien qu'il faut bien mutualiser tous nos systèmes pour qu'on puisse avoir non seulement une économie dans l'arrivée vers Mars, mais également aussi une richesse par la confrontation de toutes les richesses technologiques, scientifiques de chacun des partenaires. Et vous avez l'impression que j'ai l'impression qu'il y a 2 systèmes qui sont en train de se mettre en place. D'une part, un système américain, justement avec le Lunar Gateway, par exemple, cette station orbitale lunaire à laquelle participent les Européens activement, et puis tout le programme Artemis, de retour de l'homme et de la femme sur la Lune, et puis d'une part des choses qui se font du côté chinois avec les Russes. Par exemple, aujourd'hui, les Chinois ils ne sont pas sur la station spatiale internationale, ils ne sont pas dans le programme Artemis. Non, les Chinois ils sont dans aucun de ces programmes-là, mais la coopération avec Russes et Chinois, c'est vraiment en filigrane. Il n'y a rien de vraiment concret qui a été fait. Donc les Russes, ils n'ont pas encore donné leur niveau de participation avec l'un ou avec l'autre. Et il ne faut pas être négatif sur ce fait-là, puisque vous savez bien que, encore une fois, les Russes ont toujours donné tardivement leur niveau de participation, comme sur l'ISS. Ils ont donné leur participation 4 ans après les Européens. Donc, ça peut encore se négocier. Et les réunions qui ont lieu en ce moment avec le nouveau président des USA peuvent déboucher sur un sujet spatial. D'ailleurs, à l'époque des vols Apollo-Soyouz, il y a toujours eu, depuis qu'on fait Apollo-Soyouz, il y a toujours eu un chapelet, un domaine spatial de discussion entre Russes et Américains. Et c'est une coopération qui fonctionne bien. Depuis 20 ans que nous avons cette station internationale, eh bien, il n'y a pas eu d'accident majeur, il y a eu quelques petites fuites ou quelques petits problèmes mineurs, mais au niveau des humains, entre Russes et Américains, il n'y a jamais eu un clash, tout s'est bien passé. Et ces centaines de personnes qui ont travaillé ensemble, qui ont souffert ensemble, qui ont coopéré ensemble, eh bien, c'est l'ossature, c'est le squelette de la coopération que nous aurons sur Terre par la suite, parce que tous les astronautes que nous voyons aujourd'hui, comme Oleg qui est le russe, ou bien Sean Kimbrough qui est l'américain, eh bien, quand ils se posent au sol, ils maintiennent leur relation, ils restent amis. Quand vous êtes dans l'air, dans l'espace pendant 6 mois ensemble, cette souffrance que vous avez pendant 6 mois ensemble, dans les moments difficiles d'isolement, eh bien, ça vous crée des liens. Et ces personnes-là se retrouvent régulièrement. Nous avons un congrès de l'association des Space Explorers qui a lieu tous les ans. Et tout le monde se retrouve tous les ans avec les Chinois. Et ça, c'est les humains qui font le futur. Ce n'est pas les règles politiques, parce que ces astronautes, ils ont une durée de vie. Nous allons dans les congrès avec des astronautes qui ont été dans l'espace il y a environ 50 ou 60 ans. Donc, il y a une durabilité qu'il n'y a pas dans les figures politiques. Alors, on a beaucoup parlé de psychologie, on a parlé des radiations pas mal. Il y a des sujets dont on parle peu, même quasiment jamais. Mais justement, il y a Emmanuel 112 qui pose la question. Emmanuel 112 est intéressé par la médecine spatiale pour une future carrière, nous dit-il, je crois que c'est un garçon. Il dit « J'ai eu l'occasion de faire des recherches sur les études concernant l'immunosuppression induite chez les astronautes. Comment cela est-il géré, surveillé? Comment est-ce qu'on fait de la prévention chez les astronautes qui sont actuellement à bord de l'ISS? Donc, l'immunosuppression, ça veut dire que le système immunitaire, c'est-à-dire que le système de défense des personnes qui sont dans l'espace est attaqué, réduit, amoindri. Guillemette Goclincoq, est-ce que c'est un problème? Oui, effectivement, il y a des expériences qui sont faites, mais en fait, elles ne sont pas faites depuis si longtemps que ça. En fait, je pense qu'elles datent d'une dizaine d'années, contrairement au système cardiovasculaire, etc., qui date de 40 ans. Oui, en fait, on s'est rendu compte que les astronautes, en rentrant sur Terre, avaient plus facilement des infections, en fait, que le commun des mortels. Donc, on a regardé un système immunitaire, il est effectivement abaissé. Alors, ça vient d'énormément de choses. En fait, on ne sait pas si c'est les précurseurs du système immunitaire qui est abaissé. On ne sait pas si c'est le microbiote, parce que le microbiote joue énormément un rôle très important sur tout ce qui est immunodépression. Et il y a des études qui sont faites actuellement pour les vols de longue durée, où là, ça pourrait poser plus de problèmes. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Qu'est-ce que c'est étudié en ce moment à bord de la Station spatiale internationale? Oui, on peut. Alors justement, donc on essaie de voir au niveau contre-mesures. Bon, les contre-mesures, c'est ce qu'on fait faire aux astronautes pour essayer de contrer
les problèmes physiologiques qu'ils rencontrent. Donc, il y a des séances d'exercice, il y a des séances de LBNP, il y a des séances… Attendez, c'est quoi ça? C'est du low negative positive pressure, c'est-à-dire qu'on essaye de… Negative pressure, c'est-à-dire qu'on essaye quand on est dans l'espace, on a une partie du sang qui est dans la partie inférieure du corps, qui remonte à la partie supérieure du corps, qui est piégée dans cette partie supérieure et qui attend de retrouver la gravité pour redescendre. Donc, on fait croire à l'organisme qu'on est redescendu sur Terre, on fait une dépression au niveau de la partie inférieure du corps, de façon à tirer le sang de la partie supérieure du corps dans la partie inférieure du corps. Donc ça, c'est des tests… Donc c'est ce qu'on appelle le pantalon de Chebis, hein, Voilà, Michel Tonini, hein, c'est-à-dire on met les jambes dans un genre de pantalon, si je peux dire, qui aspire, c'est ça C'est un demi-pantalon Michelin. Un demi-pantalon Michelin, voilà. Voilà. On donne l'impression d'être un bonhomme Michelin. Ouais. La moitié d'un Michelin. Voilà. Donc, en fait, on essaie de voir actuellement avec des méthodes pharmacologiques, des méthodes diététiques, des méthodes nutritionnelles pour si on peut effectivement contrecarrer un certain nombre de choses néfastes qui interviennent à la pesanteur, comme les problèmes osseux, les problèmes immunologiques. D'accord. C'est depuis assez récente, l'immuno. Alors, depuis tout à l'heure, il y a des personnes qui sont très intéressées par vos métiers. Michel Tonini, Guillemette Gauquelin-Coq. On peut commencer par Guillemette Gauquelin-Coq. On vous dit, c'est Géo Camac qui dit « Je suis en train de faire des études en psychologie. J'aimerais travailler sur les problèmes psychologiques dans l'espace. Où me conseilleriez-vous de postuler ?» Ça dépend ce qu'il veut faire, ça dépend à quel niveau il est. Alors, imaginons, soit il veut faire des études, soit il veut carrément postuler, je ne sais pas. Il y a pas mal d'instituts de psychologie en France et en Europe. Il y a, je pense à l'ESA, enfin, je ne sais pas, c'est Michel qui sera plus capable de dire au niveau européen, au niveau astronaute, si vraiment il veut faire quelque chose avec les astronautes. Le bon parcours aujourd'hui, si on est français, c'est de passer par le MEDES, hein, qui est la structure médecine espace qui est à Toulouse. MEDES, le MEDES. MEDES. Et la psychologue que nous avons aujourd'hui à Cologne vient du MEDES. Donc le bon parcours, c'est faire des études pour rentrer au MEDES, rester quelques années au MEDES pour étudier un petit peu le fondement de ce qui se passe avec les astronautes. Et après, on part du MEDES pour aller vers l'Agence spatiale européenne au centre de Cologne. Donc, c'est bien de s'adresser au MEDES, d'aller les contacter pour savoir quels sont les profils qu'on recherche aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on aura besoin de psychologues et de plus en plus parce que ce sont les garants de la sécurité de nos vols de longue durée. Guillemette Gauquelin-Coq, on a Emmanuel 112 qui vous demande quel parcours universitaire avez-vous suivi? Comment est-ce qu'on arrive à travailler dans ce domaine et à la rédaction d'un livre si passionnant, L'humain et l'espace? Comment on arrive? Écoutez, je vais vous dire, c'est totalement par hasard, en fait. Quand je suis arrivée à travailler dans l'espace, je ne sais pas si j'ose vous dire, mais en fait, j'étais étudiante, j'étais en DEA de pharmacie à l'époque. Non, j'étais en maîtrise de biologie, parce que j'ai fait la fac des sciences, de pharmacie et de biologie humaine. J'étais en maîtrise de biologie humaine et je devais faire un stage. Et j'avais un prof qui me passionnait, Michel le connaît bien, le professeur Garib, et je suis donc allée le voir pour savoir si je pouvais faire un stage chez lui de C1 d'1 mois, en fait, à l'époque. J'ai essayé avec une copine, et il m'a dit oui, je peux vous prendre, mais j'en prends qu'une sur les deux. Donc, qui est-ce qui veut? Alors, on ne savait pas qui allait y aller. Donc, en fait, moi qui n'ai jamais eu de chance dans ce genre de choses, il dit on va tirer au sort. Et il sort de sa poche de médecin d'hôpital une pièce d'1 franc à l'époque, et il dit pile ou face. Et c'est moi qui ai remporté le choix. Donc, M. Garib, c'était en 79, à l'époque, commençait tout juste à travailler avec les astronautes, puisqu'on commençait, c'était le premier bed rest qui avait lieu. Donc, il avait bed rest, il faut rappeler ce que c'est bed rest. L'alitement prolongé, enfin, à l'époque, c'était une semaine, pour simuler les effets de la pesanteur. Et à l'époque… On alite des gens, on les laisse sur des lits pour simuler les effets de la pesanteur, voilà, avec les pieds légèrement surélevés par rapport à la tête. 7 cm, et en fait, ça reproduit les mêmes problèmes physiologiques qu'un vol spatial, puisque le sang remonte à la partie supérieure du corps. Vous ne vous servez plus de vos muscles, vous ne vous servez plus de vos os. C'est un peu comme quand vous vous couchez le soir, quoi. Donc, en fait, on laisse des gens aliter. On a fait de quelques heures jusqu'à 3 mois. C'est justement au MEDES où actuellement on fait tous nos systèmes d'alitement. Pour continuer ma carrière, donc après j'ai continué mes études, j'ai fait une thèse de 3e cycle de pharmacie et une thèse d'état de sciences, et je suis toujours restée en relation avec M. Garib parce qu'en fait tous mes stages je les faisais chez lui. J'ai fait mes thèses chez lui, j'ai fait mon DEA chez lui, j'ai tout fait chez lui. Et petit à petit, en fait, j'ai été pris dans l'espace comme ça. Et en 82, quand je me suis occupée des expériences
Jean-Loup? de Jean-Loup Chrétien. En fait, j'étais scientifique, je m'occupais du cardiovasculaire avec M. Garrigue. Donc, c'est comme ça que c'est vraiment le pur hasard. Et puis après, quand Claudie est partie pour la Cité des Étoiles pour s'entraîner, le CNES recrutait quelqu'un pour s'occuper du cardiovasculaire, toujours pareil, donc avec cardiomètre, cardiolab, etc. Et donc, j'ai postulé, j'ai été recrutée au CNES. Alors, il y a d'autres questions hein, sur comment devenir spationaute. Vous imaginez bien, Michel Tenillon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais il y a le pouce bleu qui vous adresse un petit message, Guillemette Gauquelin-Coq, qui vous dit « En fait, ce médecin, c'est lui qui a eu de la chance en vous tirant à pied ou face. » C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il me dit maintenant, qu'il a eu beaucoup de chance. Non, parce que l'autre était nul, en fait. Vraiment. Alors, oui, donc on a parlé d'immunosuppression. J'aimerais bien quand même qu'on parle d'un autre sujet qui est un peu plus connu, mais dont on parle peut-être pas beaucoup. C'est tout ce qui est os au sens écrit OS, ok, et notamment l'ostéoporose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'espace, les hommes et les femmes qui sont dans l'espace ont tendance à moins avoir de choc, utiliser moins leur squelette, si je puis dire. Et du coup, les os se décalcifient, l'os se détruit, si je puis dire, comme les personnes âgées, l'os se fragilise. Alors en fait, si vous voulez, quand vous êtes dans l'espace, effectivement, vous ne savez plus toutes vos os, puisque vous volez, vous n'avez plus aucune contrainte mécanique, vous n'avez plus absolument rien. Donc en fait, l'os, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui est vivant. Donc vous avez des cellules qui forment l'os, puis des cellules qui détruisent l'os. Quand vous vieillissez que vous faites, et que vous êtes moins sportif qu'un jeune, vous avez plus de cellules qui détruisent l'os que des cellules qui forment l'os. Et en fait, être un astronaute, c'est quoi? C'est être en une activité physique quand même très accentuée, puisqu'en fait, les astronautes font 2 heures de sport par jour. En plus, ce sont des gens super entraînés. Donc, effectivement, ils se déconfinent beaucoup plus que quelqu'un qui ne fait pas de sport sur Terre. Donc, en fait, on s'était rendu compte, jusqu'à maintenant, on faisait des études, jusqu'à ces 5-6 dernières années, sur le calcium dans l'os. Donc, on voyait qu'effectivement, les astronautes perdaient du calcium. Effectivement, ils en avaient beaucoup plus dans les fesses, etc. Ils risquaient les calculs rénaux. Mais bon, au bout de 6 mois, le calcium était à peu près revenu, tout le monde était content, on disait qu'il n'y avait pas grand-chose. Puis maintenant, il y a des scanners 3D qui regardent quand même de façon beaucoup plus profonde l'architecture de l'os. Et en fait, dans un os, il y a des petites micro-architectures. Et c'est ça, en fait, qui s'abîme quand on vieillit. Et on s'est rendu compte qu'au bout d'1 an, après le vol spatial qui avait duré 6 mois, la microarchitecture n'était pas revenue à la normale. Alors, c'est très variable d'un astronaute à l'autre. Parce qu'il y en a attendez, donc ça veut dire que je perds du calcium, mon os se décalcifie, se détruit d'une certaine manière, mais quand je reviens sur Terre, mon os, parce que je suis relativement jeune, va se reconstruire. Donc ça, on se dit dans un premier temps, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, quand on allait voir de près, on s'est aperçu qu'en réalité, la microstructure de l'os n'est pas du tout revenue à la normale et qu'on garde finalement des formes de fragilité. Alors, on peut avoir des fragilités osseuses, effectivement. Alors, en fait, pour l'instant, c'est des études qui ont été faites sur 1 an après le retour. Donc là, actuellement, le nouveau programme dans la station, on va tester les astronautes 1 an et demi, 18 mois après le retour, pour voir si effectivement il y a un retour à la normale ou pas, parce que ça sera aussi un problème pour Mars. Parce que, alors je vous disais, il y a des astronautes… Alors, parce que quoi? Parce que, en fait, on se rend compte que plus le vol est long, plus on perd d'os. Enfin, plus on perd de calcium et plus on perd l'architecture osseuse. Donc, au bout de 6 mois, ce n'est pas catastrophique, c'en est moins. Mais au bout de 2 ans, je ne sais pas ce que ça donnera. De plus, il y a un certain nombre d'astronautes qui perdent 3%, d'autres 30%. Donc, les astronautes… Attends, il faut le dire lentement, là. Certains, c'est 3% de calcium et d'autres, c'est 30%. Oui, wow. Oui. Donc, en fait, c'est très variable d'un astronaute à l'autre. Et on s'est rendu compte qu'en fonction de la génétique des gens, il y avait des modifications qui étaient très importantes. D'où tout à l'heure mon interrogation en disant comment on va sélectionner nos petits astronautes pour Mars, génétiquement, au point de vue radiobiologie, etc. Je pense que plus la médecine va avancer, plus on va se rendre compte qu'il y a des choses comme ça individualisées. C'est comme pour les contre-mesures, on veut faire des contre-mesures individualisées. Maintenant, vous entendez parler que de médecine individualisée. Donc, effectivement, je pense qu'il va quand même falloir aller vraiment de façon très individualisée dans la sélection de nos prochains astronautes. La sélection va être individualisée. On va peut-être, en étudiant éventuellement la génétique des personnes. Il y aura un problème d'éthique, hein, je pense. Je ne sais pas si ça pourra passer au niveau du comité éthique. J'en suis pas sûre. Enfin, Michel, je peux avoir ton avis. Non, ça va être compliqué. C'est sûr que les tests pour devenir astronaute, ça dure 1 an. Donc, on les fait le plus complexe possible. Mais on a vraiment accentué sur les tests psychologiques, comportementaux, plutôt que sur les tests physiques, qui sont aussi importants. Mais
on va pas disséquer les astronautes avant leur sélection pour savoir s'ils sont bons pour le vol. Parce que c'est invasif. Tous ces tests médicaux sont très invasifs. Et comme dit Guillemette, il y a un problème d'éthique. Parce que tout ce qu'on trouve sur les tests médicaux, tant que ça reste dans la bonne compréhension du corps, ça va bien. Mais si on reste trop profond dans la connaissance du corps et qu'on a des découvertes qui ne sont pas forcément faciles à divulguer, on a un problème d'éthique assez important. Alors, il y a un autre problème d'éthique en disant vous allez envoyer des jeunes sur Mars, vous savez, vous devriez regarder s'ils ont telle ou telle fragilité. Pourquoi est-ce que vous les envoyez en sachant qu'il y a aussi, je pense qu'il y aura les deux côtés. Ben oui, excusez-moi de donner mon avis de simple citoyen, mais c'est plutôt dans le sens inverse. Si on a la capacité de déterminer qu'une personne est plus sensible qu'une autre aux radiations, comment est-ce qu'on peut ne pas utiliser cette connaissance pour éviter qu'une personne sensible aille sur Mars, qu'on l'envoie au casse-pipe finalement? Mais je pense qu'il faudra des groupes éthiques qui sont quand même assez costauds quand on va vraiment vouloir faire des sélections pour les astronautes pour Mars. Hein. Donc en tout cas, on a éventuellement cette possibilité, mais avec une question éthique, c'est est-ce qu'on utilise cette sélection génétique, biologique ou pas? Et puis, il y a l'autre sujet qui est quand même, quand on sait comment une personne est susceptible de réagir à différents phénomènes qu'on trouve dans l'espace, voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire une sorte de médecine personnalisée pour chacun? Donc voilà, c'est ça l'avenir en tout cas, une sorte de programme à la carte. Vous me disiez par exemple aujourd'hui, voilà, les astronautes, ils font tous 2h30 de tapis roulant, de course, ou je sais pas, ou de vélo quand ils sont sur la Station spatiale internationale. On va peut-être se rendre compte que certains d'entre eux, c'est peut-être plutôt 1h30, d'autres c'est plutôt 3 heures, et d'autres ils doivent faire des haltères. Enfin, c'est ça. On va vers une médecine personnalisée, vers un traitement personnalisé. En fait, si vous voulez, toute cette médecine personnalisée est mise au point grâce aux expériences de longue durée qu'on fait au MEDES, les BEDRES de 3 mois, etc. Et les prochains BEDRES seront certainement beaucoup plus personnalisés au point de vue contre-mesure que ceux qu'on fait actuellement. Par exemple, on va vous dire faites du sport. On vous dit c'est pas la peine de faire 5 heures le dimanche et de rien faire pendant la semaine. Ce qu'il faut, c'est toutes les heures, vous levez 10 minutes et marchez. Donc, pour certains, c'est ce qu'il faut. Pour d'autres, il faudra peut-être marcher 20 minutes au lieu de 10 minutes, etc. Et à quelle puissance faut faire le sport? Est-ce qu'il faut du sport aérobie, anaérobie, etc. Il y a une telle quantité de sports possibles à faire qu'en fonction de l'état physique des gens, en fonction de leur psychologie, en fonction de tout ça, je pense qu'il y a vraiment des médecines personnalisées à faire, des contre-mesures beaucoup plus personnalisées. Par exemple, quelqu'un qui a une fragilité osseuse, on peut lui donner plus de bivasconate. C'est pas la peine de donner à quelqu'un qui a des os qui sont en parfaite santé, qui sont durs comme tout. Voilà, je pense que… Alors, il y a Meruem Togata qui vous dit, attendez, mais vous allez aussi demander leur avis aux spationautes. Certains sont peut-être tout à fait sont tout à fait prêts à prendre ce risque. Oui, non, mais c'est pour ça, oui, non, mais tout à fait. C'est comme Michel, il est prêt à partir sur Mars. Il a dit, moi, je m'en fous, à mon âge, je veux bien partir sur Mars, si vous voulez. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui seront prêts. J'en suis même persuadée que les gens qui ont envie d'aller sur Mars, c'est envers et contre tout. Ils ne vont pas regarder s'ils ont un petit problème qui va pouvoir… Je crois qu'on a notre pianiste qui s'impatiente. Oh non, ne vous inquiétez pas, quand il s'impatiente, je le sens. Ah bon? Et vous savez comment je le sens? Il commence à jouer. Et on ne demande rien, il commence à jouer. Il ne demande pas la permission. Mais oui, j'aimerais bien qu'on voit l'image numéro 6, Alice, parce qu'elle est très intéressante, parce que on parlait d'ostéoporose. Est-ce que vous pouvez nous la commenter, Guillemette Gauquelin-Coq, cette image numéro 6? En fait, c'est un radius d'un sujet qui est… Je ne sais pas ce que c'est qu'un radius, moi. C'est un os. OK. L'avant-bras. Dont on se sert pour marcher, et d'un sujet jeune. Et donc là, on voit toute la petite micro-architecture. Vous voyez, ils ont vraiment beaucoup d'os spongieux, beaucoup de micro-architecture. Et par contre, par rapport à un sujet âgé, vous voyez que toute la micro-architecture est quand même beaucoup plus large et beaucoup plus détruite. Et en fait, c'est à peu près le radius d'un astronaute avant départ et le radius d'un astronaute après départ. On considère comme qu'un astronaute vieillit très vite, mais rassurez-vous, le vieillissement est réversible. Donc, en général, pratiquement tout revient à la normale, puisqu'en fait, la gravité des choses n'a pas eu le temps de s'installer comme nous quand on est diabétique ou obèse. Alors, sauf pour les radiations, j'imagine. Hein, je suis Là, le mal est fait.
J'ai peur que ce soit irréversible pour lui. Ben, ça dépend pourquoi, mais je pense que peut-être pour certaines cassures de l'ADN, s'il n'y en a pas trop, ils vont pouvoir se restructurer, ils vont Se pouvoir réparer, hein. Il y a des systèmes réparer. de réparation dans les cellules. Ouais. Voilà. Mais si les cellules sont très atteintes, je pense que ça sera plutôt irréversible. Je fais un petit morceau de piano pour Guillemette, du coup, pour détendre l'atmosphère. Il s'agit de Aquarium. De Camille Saint-Saëns. On n'est pas dans l'espace, mais on n'est pas loin. Camille Saint-Saëns, magnifique. Merci pour cette petite virgule musicale. Superbe. Donc, on a parlé d'énormément d'éléments. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ossature, l'appariement. Ah oui, il y a le système cardiovasculaire quand même, Guillemette Gauquelin-Coq. Donc, vous l'avez très bien dit, mon sang dans l'espace, il est pas mal dans la tête, et plus que, enfin sur Terre, il est beaucoup dans les jambes, si je puis dire. Donc là, il circule davantage, il est plus de façon homogène réparti dans le corps, et ce qui fait que mon cœur a moins d'efforts à faire. Donc, il devient un petit peu... il travaille moins, finalement. Donc, il oublie comment on travaille, c'est ça, Guillemette Gauquelin-Coq, c'est ça le problème? C'est curieux parce qu'en fait, on pensait qu'au début des vols spatiaux, on pensait que c'est le système cardiovasculaire qui allait le plus trinqué. Quand les Russes ont envoyé Leica dans l'espace, c'était le chien, Leica. La chienne, ils avaient vraiment peur en fait que le cœur explose. C'est ce que m'a dit la Katovskaya, qui était le médecin des cosmonautes russes. Elle me disait on avait très peur au cœur. En fait, en plus, elle était cardiologue. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, le cœur, quand il est dans l'espace, il ne travaille plus, puisqu'il n'a plus besoin de pomper pour les muscles, il n'a plus besoin d'arroser un petit peu les os. Donc, en fait, il se conditionne complètement. Donc, il se repose et il dit, oh, je suis tranquille, là, je n'ai plus rien à faire, donc je me repose. Mais par contre, c'est au retour au sol, où là, il y a quelques problèmes, mais qui ne durent pas très, très longtemps. C'est simplement le problème de l'hypotension orthostatique, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, le sang qui est capté dans la partie supérieure du corps descend d'un seul coup dans la partie inférieure du corps, sitôt qu'on revient à 1 gravité, à 1 G de gravité, et c'est pour ça qu'on a une hypotension orthostatique. Et vous voyez, tous les astronautes qui arrivent de l'espace sont dans une petite chaise, on va dire, parce qu'ils ne peuvent pas courir comme ils veulent à toute vitesse en sortant de la capsule. Je vois Michel rigoler. Mais en très peu de temps, en fait, on s'est rendu compte, enfin moi, quand j'ai ces étoiles régulièrement, qu'en 2-3 jours, ils faisaient déjà le tour du pâté de maison et ça allait très bien. Alors Michel, dis ton impression, toi. La Cité des Étoiles, c'est à Moscou, dans la banlieue de Moscou, c'est le centre d'entraînement des cosmonautes. Michel Tonini, voilà, exactement, la question de Guillemette Gauquelin-Coq. Vous passez un certain temps dans l'espace, quand vous revenez sur Terre, on vous voit effectivement, vous avez du mal à tenir sur vos jambes, il faut vous porter, j'imagine à cause du système cardiovasculaire, à cause des muscles qui se sont atrophiés, enfin, on n'a plus l'habitude de cet effort. Mais alors moi, je me demande si au bout de 6-8 mois, je ne sais pas combien de temps de voyage vers Mars, on arrive sur Mars, on a encore un tiers de la gravité terrestre, de la pesanteur terrestre plutôt. Et est-ce qu'on va réussir à marcher, à faire tout ce qu'on a à faire? Alors aujourd'hui, lorsqu'on fait un vol de 6 mois, en général, les astronautes jusqu'à présent se posaient en Russie, au Kazakhstan. Et c'est vrai qu'au Kazakhstan, le sol est un petit peu disparate. Et le Soyouz se pose toujours dans des conditions abracadabrantes. Donc pour sortir, c'est un petit peu difficile pour sortir du vaisseau. Et donc on avait une aide des spécialistes russes, des médecins russes, et qui nous aidaient à marcher parce qu'au départ, on est quand même faible sur les jambes et on n'arrive pas à marcher de façon très, très stable. Mais quand vous êtes aux États-Unis, vous faites un vol sur la navette spatiale, même ceux qui ont fait des vols de 6 mois, vous posez et vous marchez sur le tarmac bien horizontal, on arrive à marcher à peu près correctement, mais sur une période assez courte quand même. Il faut quand même du temps pour se rétablir parce que le sang descend rapidement et on risque des syncopes, on se sent faible et on a perdu aussi le système d'équilibre. Donc au départ, on doit marcher avec les jambes écartées pour récupérer un petit peu l'équilibre que nous avions au départ lorsque nous étions terriens. Le cerveau s'adapte complètement au niveau spatial au bout de quelques jours
Et lorsque vous revenez sur Terre, vous avez complètement oublié que avant votre vol, vous étiez terrien et non pas spatialien. Donc, il faut prendre toutes ces mesures en compte, bien sûr, et savoir qu'on va s'adapter. Maintenant, si on reste sur Mars, le jour où on va se poser sur Mars, bien sûr, eh bien, il y aura quand même une attention particulière. Je pense qu'on va rester dans le vaisseau quelques temps avant d'en sortir et que les gens vont sortir avec beaucoup de précautions, qu'ils vont s'entraider les uns les autres et que ceux qui sont déjà posés sur Mars iront récupérer ceux qui sont en train de se poser pour les aider. Et donc, ça va se faire de façon progressive, mais on va quand même arriver à régler ce problème-là. Guillemette Gauquelin-Coq, on l'a dit au début, voilà, il y a quand même, et Michel Tony l'a beaucoup dit aussi, à quel point des progrès ont été réalisés au cours du temps. Voilà, ne serait-ce que le fait de faire davantage de sport pour garder du muscle, etc. Donc, il y a des choses qu'on sait bien mieux faire aujourd'hui qu'hier dans l'espace. Néanmoins, on voit bien que tout n'est pas du tout réglé et que quand il s'agit de partir loin vers Mars, voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup de sujets à traiter. Vous m'avez dit, il faut qu'on avance à toute vitesse. Il faut qu'on avance à toute vitesse. Pourquoi? Pour pouvoir être prêt le jour où, dans quelques décennies, on voudra envoyer un homme ou une femme vers Mars? Oui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus. Donc, je pense qu'il faut effectivement qu'on avance à toute vitesse. Mais je pense qu'avec les voyages vers la Lune, etc., ça va quand même beaucoup nous aider parce on va travailler pour faire des nouveaux instruments, pour trouver des façons plus faciles, on va dire, pour avoir d'autonomie médicale. Et je pense que ces étapes-là vont être très, très importantes pour les missions de Mars. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vous me disiez de nouveaux instruments. Il y a on peut utiliser des petits capteurs beaucoup plus aisément aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez les choses, là, les expériences que vous pouvez mener pour essayer de résoudre tous ces problèmes? En fait, au point de vue instrument, les agences se positionnent essentiellement sur tout ce qui est mini-capteur, de façon à pouvoir faire le maximum de choses en un minimum de temps et en un minimum de savoir pour les astronautes, parce qu'ils ne sont pas tous médecins ou physiologistes. Au point de vue radiation, il faut effectivement avancer. Il y a tous ces problèmes de contre-mesures, parce que pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé quand même les contre-mesures efficaces, on va dire, pour contrecarrer les problèmes osseux, musculaires, cardiaques, de radiation, d'immuno, etc. Il y a également, je pense qu'on va faire énormément de progrès aussi avec tout ce qui est chirurgie à distance, donc tout ce qui est échographie à distance, tout ce qui est chirurgie à distance, parce que maintenant, vous savez que les chirurgiens, entre Los Angeles et Paris, ils opèrent les malades. Donc là, on a un groupe en France là, qui est assez redoutable pour ça. Donc, je pense qu'on va pouvoir avancer beaucoup avec ça. Et puis, se servir de tout ce qui existe. Je vous disais tout à l'heure, les bases Concordia, les bed rest, les aliments prolongés, les ballons, les vols paraboliques. En fait, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses à notre portée pour pouvoir, je pense, travailler et avancer relativement vite. Michel Tonini? Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'on aille vite. Il y a beaucoup encore à faire au niveau des radiations, au niveau du contrôle humain, au niveau psychologie, au niveau aussi du prix du vol. Parce que, vous vous rendez compte, un vol avec 7 ou 10 personnes qui vont sur Mars pendant 2 ans, ça fait une quantité d'eau, une quantité de nourriture qui sont plusieurs tonnes à amener. Donc, il va falloir qu'on prévoie de mettre sur Mars, avant l'arrivée des êtres humains, des stockages qui vont être utilisés pour l'oxygène et toutes les vivres dont on a besoin. Et donc, ce sont des voyages assez complexes et je pense qu'il faut qu'on progresse également sur les procédés d'alimentation, qu'on puisse trouver un moyen de donner de la force et de l'énergie aux astronautes par un système qui est plus facile que ce que nous avons aujourd'hui dans l'ISS. Vous parlez de nutrition? Nutrition, oui, parce que la somme en quantité est assez importante. Donc, est-ce qu'il faut quand même des animaux, qu'on fasse nos basses-cours? Les Russes ont commencé d'ailleurs des expériences avec des élevages. Ils avaient là-haut des élevages d'oiseaux, de poissons pour faire leur nourriture. Donc, ils ont commencé à travailler là-dessus aussi. Mais c'est un travail assez important à faire et qu'on fera certainement lorsque nous irons sur la Lune. Il y a eu des poissons envoyés sur la station Mir. Des poissons et puis des oiseaux à cycle court, donc des oiseaux qui se reformaient, qui renaissaient rapidement pour voir si ça pouvait faire une nourriture possible pour les astronautes.
Et un poisson en apesanteur, il est heureux? Alors, les poissons ne sont pas heureux et les oiseaux ne sont pas heureux non plus parce qu'ils ont besoin de pesanteur. Donc, on voit très rapidement ceux qui s'adaptent vite et ceux qui ne s'adaptent pas deviennent fous et meurent rapidement. Waouh, d'accord. Bon, c'est pas très encourageant. J'aimerais qu'on regarde. Alors, on a vu la gateway. Alors, c'est pas la getaway. J'ai vu quelqu'un qui écrivait getaway. Non, c'est pas getaway, c'est la gateway. C'est la voie de la porte, hein, la gate, je sais pas comment. La porte vers la Lune. Ouais, la porte vers la Lune, voilà, c'est ça, exactement. Et donc, on l'a vu tout à l'heure. J'aimerais qu'on voit l'image numéro 12, Alice. C'est la SLS, hein, c'est l'immense fusée, l'immense lanceur qui est actuellement en cours d'assemblage. Hein, le prochain vol devrait avoir lieu assez rapidement. C'est prometteur, ça, Michel Tonini-Là, c'est l'une des pièces dont on a absolument besoin. On a besoin d'un lanceur lourd, extrêmement lourd, comparable quasiment à la Saturn V, hein, qui avait envoyé Neil Armstrong vers la Lune. Alors, ça, c'est vraiment un lanceur très intéressant parce que finalement, ce lanceur-là, c'est un lanceur qui est une récupération des moteurs de la navette. Vous voyez les moteurs cryogéniques sont les moteurs de la navette spatiale qui a volé pendant 30 ans. Les boosters sont les boosters pratiquement ceux de la navette. Donc tout ça, ça fonctionnait très très bien lorsqu'on avait la navette qui était posée sur le côté. Mais une fois qu'on a fait voler ce lanceur lourd tout seul, ça n'a pas bien fonctionné. On a eu plein de problèmes techniques et c'est pour ça qu'il y a un retard dans la construction de la fusée. Donc il y a deux solutions pour arriver dans l'espace. Il y a la solution Saturn V qui est le lancement directement de la Terre vers la Lune. Chose qu'on pourra faire pour la Lune, mais qu'on ne pourra absolument pas faire pour les sur Mars. On ne pourra pas avoir un lanceur qui envoie directement un vaisseau sur Mars. Il faudra quand même qu'on passe par un assemblage en orbite basse lancé par un lanceur terrestre, et de cette orbite basse passer vers un trajet qui va sur Mars. Parce qu'on a besoin de masse très, très importante. Il ne s'agit pas d'envoyer un petit robot qui pèse 2 tonnes. Il faut envoyer quand même des vaisseaux habités et puis des astronautes, mais aussi de la nourriture, et tout le nécessaire pour qu'ils puissent rester longtemps là-haut. Donc, c'est un problème qui est très complexe. Et c'est pour ça que si on arrive à faire le scénario du transport avec un remorqueur spatial entre l'orbite basse terrestre et l'orbite lunaire, eh bien, ce scénario pourrait également servir entre l'orbite basse terrestre et l'orbite martienne. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à étudier, mais il y a plusieurs options et on voit bien qu'aujourd'hui, chacune des options n'est pas encore vraiment figée. Et donc, ce lanceur, hein, c'est vraiment une pièce maîtresse. On avait absolument d'avoir si on veut envoyer des hommes et des femmes vers la Lune, si on veut un jour aller sur Mars, on a besoin d'un lanceur lourd. Et là, on en dispose. Oui, ça, c'est un lanceur qui est vraiment très, très lourd, hein, parce que ça peut mettre. C'est un lanceur qui va faire 100 tonnes en orbite basse à peu près. 100 tonnes en orbite basse. Envoyer 100 tonnes en orbite basse, oui. On est bien d'accord, oui. C'est bien ça. Hein. Ouais, c'est énorme. Ça fait 5 fois Ariane 5. 5 fois Ariane 5, exactement, avec un seul lanceur. Et donc, Mars, vous le voyez pour quand, là, Michel Tonini et Guillemette Gauquelin-Coq, vous qui êtes dans le sein des saints, qu'est-ce qu'on dit? Réponds, Michel. Alors, moi, je vais vous faire une réponse politique. Quand j'ai été recruté comme astronaute en 85, on m'avait dit Mars, on ira dans 30 ans. Et là, aujourd'hui, on dit toujours Mars dans 30 ans. Donc, chaque année qui se passe, toutes nos conférences, tous nos plans disent, eh bien, la Lune, c'est dans environ 5 ans ou 10 ans, mais Mars, c'est dans 30 ans. Donc, je ne peux pas vous dire dans 30 ans. Je sais qu'un jour, on ira sur Mars. C'est évident qu'on ira sur Mars, mais la date est difficile à dire. Hein. C'est peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, peut-être plus. Mais ce n'est pas important de donner une date. Ce qui est important, c'est de donner le chemin. Aujourd'hui, on a quand même l'avantage d'avoir une feuille de route. Hein, comme on a des feuilles de route politiques, et bien on a une feuille de route pour aller de l'orbite basse terrestre vers l'orbite lunaire, travailler sur l'orbite lunaire, faire des missions sur la Lune et pour préparer des voyages qui iront sur Mars. Donc ça, c'est important de savoir qu'on est dans ce chemin, mais de donner une date, ça serait quand même très imprudent. Alors, est-ce qu'on peut regarder l'image numéro 11, Alice, parce que vous allez découvrir, c'est la capsule Dragon.
c'est la capsule Dragon de SpaceX qui arrive sur la Station spatiale internationale. C'est quoi cette capsule Dragon? C'est une capsule qui a été créée par SpaceX, donc une société qui, il y a 15 ans, n'existait pas, qui a été créée de toutes pièces, avec à la tête ce milliardaire Elon Musk, qui a récupéré des tas de programmes de la NASA. Il a reçu des milliards de dollars de la NASA pour faire ces programme, mais il a réussi quand même des choses tout à fait extraordinaires. Cette capsule Dragon qui a l'air de parfaitement bien fonctionner. Il a son lanceur Falcon qui aussi crée des prouesses. Et c'est Elon Musk qui a donc, qui venait pas du spatial, mais qui a montré qu'il était tout à fait capable de faire des choses tout à fait extraordinaires dans ce domaine spatial. Et il dit, moi, Mars, si on veut, on y va dans 5 ans. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire de cette affirmation? Est-ce qu'elle est péremptoire, Michel Tonini? On a parlé avec Guillemette depuis déjà presque 2 heures. Le problème, c'est les radiations et que Elon Musk est quelqu'un de très brillant, mais malgré tout, il faut quand même qu'il respecte un petit peu, avec une certaine forme d'humilité, le fait qu'on aura des radiations qui seront mortelles. Donc, c'est vrai qu'il a lancé avec beaucoup de brio une fusée Falcon avec une voiture Tesla au bout de la fusée, décapotable avec un astronaute à bord. Mais si c'était un vrai astronaute à bord, il serait déjà brûlé par les radiations ou bien très endommagé par les radiations. Donc, il a très bien réussi. C'est un profil parfait. Elon Musk, moi j'ai connu quand j'étais à la NASA en 95, il était en tennis et en basket. On se demandait ce qu'il faisait. Il disait, je vais faire des fusées pour aller dans l'espace. On ne le prenait pas au sérieux. Je peux vous assurer que personne ne le prenait au sérieux. Il a commencé à faire son lanceur, ses moteurs. Il a loupé plusieurs décollages. Il a craché quand même des fusées au décollage. Et puis après, ça s'est bien passé. Et il a appris de chaque lancement. Il a eu de la chance. Il a pris des risques. Donc, c'est un entrepreneur qui est vraiment efficace. Et puis, il a une vision. Ce qui est important, c'est qu'il a la vision d'aller dans l'espace. Donc, c'est vrai qu'on dit toujours visez la Lune et vous aurez les étoiles ou vice-versa. Donc, lui, il met la barre un peu haute. Mais ça attire le système derrière. SpaceX est une société qui est reconnue, qui est admirée, qui est vraiment très efficace. Et la NASA, au début, n'y croyait pas du tout. La NASA, maintenant, dépend de SpaceX pour amener les astronautes dans l'espace. La NASA dépend de SpaceX pour amener des hommes et des femmes sur la Station spatiale internationale. Oui, complètement. Alors, avant, ils dépendaient des Russes, donc ils préfèrent de dépendre d'un Américain que des Russes. C'est vrai, je comprends très bien. Mais la NASA n'a pas les moyens aujourd'hui d'envoyer leurs astronautes dans l'espace sans passer par SpaceX. Vas-y, Xavier. Je voulais juste dire à Guillemette que j'avais comme projet de devenir astronaute, mais après ce qu'elle vient de m'apprendre, je préfère rester sur Terre parce que si mon cœur dans l'espace arrête de travailler, si une fois là-haut je le laisse de côté, alors qu'ici-bas il dicte mes journées, oui, il faudra un psychologue pour m'aider. Magnifique. Bravo. Magnifique, Xavier. Alors, tu as compris en plus qu'à une époque, on craignait que le cœur des chiens qu'on envoyait dans l'espace explose, carrément. Alors, c'est encore autre chose. Michel Tonini, peut-être encore une dernière question parce qu'il y a quelqu'un, dès le début de notre événement, je ne l'ai pas oublié, qui a dit, voilà, moi j'aimerais bien devenir spationaute. Les astronautes français, on les appelle des spationautes. Qu'est-ce que vous lui conseiller? En plus, en ce moment, il y a des sélections qui sont ouvertes. Qui est ouverte et qui se termine ces jours-ci. Il ne faut pas trop tarder alors. Il ne faut pas trop tarder. Si c'est quelqu'un qui est vraiment très très jeune, ce que je lui conseillerais, c'est de beaucoup étudier, soit de faire une carrière scientifique,
scientifiques comme Claudie Aigneret, soit ingénieur de grand niveau comme Polytechnique, soit pilote de chasse, pilote d'essai comme je l'ai fait. Donc il y a 3 voies différentes pour devenir astronaute. Avoir une bonne santé physique, une bonne santé mentale, faire du sport, donc être relativement bon au niveau sportif, parce qu'il y aura beaucoup de sport à faire à l'entraînement et pendant le vol spatial. Et après, il faut se présenter à la sélection avec beaucoup de chance, parce que la sélection est dure. En général, il y a 10 000 candidats pour 6 ou 4 places. Donc c'est quand même assez difficile de franchir tous les postes. C'est difficile de franchir tous les postes. Mais on y arrive, hein. C'est-à-dire que le plus important, c'est de se présenter. Une fois qu'on est présenté, on est déjà presque pris. Maintenant, là, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, je ne sais pas, est-ce que je me présente? Je dis non, il ne faut pas penser, on n'y va pas. Il faut y aller avec les meilleures chances possibles et on y arrivera. Si on fait la sélection avec beaucoup de sérieux, on a quand même beaucoup de chances d'arriver au bout parce que la sélection est longue et elle vous permet, lorsque vous avez passé une épreuve, de bien vous préparer pour l'épreuve d'après. Donc, il y a un facteur chance, mais il y a surtout un facteur préparation, travail, préparation mentale qui est très important. Par exemple, Pesquet avait bien travaillé sa sélection, il avait bien travaillé ses interviews. Lorsqu'il est arrivé avec nous, les 6 qui sont passés avec nous avaient vraiment fait un interview qui était remarquablement bien réussi. On les a pris parce qu'ils étaient les meilleurs. On a pris quand même les meilleurs des 8400. Et d'ailleurs, on ne s'est pas trompé parce que Pesquet travaille très bien. Bah oui, je crois qu'il donne une grande satisfaction. Il va même être commandant de bord à bord de l'ISS. Là, c'est la consécration. Alors, c'est la consécration, c'est-à-dire que chaque astronaute qui a fait son 2e vol, pendant son 2e vol, doit passer un certain temps à être le responsable, le commandant de bord. Donc, c'est normal qu'il le fasse pendant une partie de son vol qui va durer 2 mois ou 1 mois, je ne sais pas exactement, mais il sera commandant de bord de la station. Donc, il aura la responsabilité ultime. Aujourd'hui, c'est un Japonais. Après, ça va être un Russe, après un Américain, et après, ça sera un Pesquet. Ce sera la première fois qu'un Européen né en France sera le commandant de bord de la station. Bon, pas mal. Pas mal. On a beaucoup parlé aujourd'hui des difficultés pour envoyer des hommes et des femmes dans l'espace loin vers la Lune, vers Mars. Mais on a vu aussi qu'il y avait beaucoup de recherches qui se faisaient. Il y avait un petit sujet qui m'avait amusé, Guillemette Gauquelin-Coq, à propos du recyclage, à propos du fait, vous m'avez expliqué que les appareils qu'on envoie dans l'espace, il faut les protéger, mais ensuite on se retrouve avec des systèmes en polystyrène, ou je ne sais même pas en quelle matière d'ailleurs, pas en polystyrène, je suppose, mais voilà, qui prenaient de la place, qui étaient encombrants. Et là, on a trouvé des astuces pour caler justement ces appareillages récemment. Oui, de façon un peu anecdotique, si vous voulez. Quand une agence a un astronaute, bon, les astronautes sont européens, ils ont quand même une nationalité au départ. En plus, quand une agence comme le CNES a un astronaute qui part dans l'espace, en dehors des expériences scientifiques qui sont vraiment scientifiques, qui passent par une sélection de l'ESA, etc., ou de la NASA, le CNES peut préparer quelques expériences technologiques. Donc, c'est comme ça qu'on a préparé la réalité virtuelle pour l'exercice. Enfin, on a préparé 7 expériences technologiques, dont une pour tout ce qui était recyclage des déchets, parce que vous savez que ça pose quand même un gros problème, les déchets là-haut. Et quand on envoie un appareil médical dans la station, on envoie dans une énorme trousse bleue avec de la mousse à l'intérieur, etc. Et une fois que l'appareil est sorti, la mousse et la housse bleue restent dans la station, et on en a vu tout à l'heure sur les photos. Et donc, le CNES a pensé qu'on pourrait, à la place de mettre cette mousse, mettre quelque chose de recyclable. Et dans un premier temps, ils ont mis des genres de feuilles en polystyrène, ou je ne sais pas exactement en quoi, pour que les astronautes puissent s'en servir pour faire des serres ensuite. Et la deuxième chose plus anecdotique, ils ont demandé à Toulouse, puisque le grand centre, c'est quand même à Toulouse pour les astronautes, à des pâtissiers de fabriquer un gâteau avec du pain d'épices et avec des madeleines pour entourer cette boîte et donc mettre l'appareil dedans. Mais seulement, il fallait qu'il résiste. Donc, à la place du polystyrène, on va utiliser du gâteau. À la place de la mousse, on va utiliser des gâteaux. Donc, il a fallu quand même un an et demi pour mettre au point, parce qu'il fallait que le gâteau il tienne le coup à 4 ou 5 G au décollage, que l'appareil ne soit pas abîmé pendant le vol, etc. Et donc, quand ils vont sur les appareils, Thomas et ses compatriotes et ses collègues vont pouvoir manger le gâteau fabriqué par Toulouse pour eux.
C'est la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust. Exactement. Excellent. Excusez-moi, je me suis complètement trompé en fait tout à l'heure. Je n'ai aucune angoisse à aller dans l'espace parce que boum, le cœur du chien fait boum. Et un cœur qui explose, c'est de l'amour à grande dose. Ah oui. Boum, je veux que mon cœur fasse boum. Partir avec Michel, faire le ménage dans le ciel. Merci beaucoup Xavier, merci à tous. Alors, on arrive à la fin de notre soirée. Je voudrais vous rappeler que demain, donc, à 18h, vous avez rendez-vous sur la chaîne Twitch d'Arte ou la chaîne YouTube d'Arte en partenariat avec le CNES pour suivre en direct la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet. La même chose dimanche à 13h45, dimanche à 13h45. Et là, ce sera sur la chaîne Twitch et YouTube, non pas d'Arte, mais du CNES, pour suivre. Alors là, ce sera toute la sortie extravéhiculaire. Je voudrais remercier, puisque c'est le dernier mardi de l'espace de la saison, je voudrais remercier infiniment Xavier, évidemment, qui est fidèle au poste, Xavier Ferrand, toujours là avec nous pour la musique. À la technique, c'est Alice Thomas. Et puis, il y a eu Mathilde Vos aussi, qui nous a beaucoup aidé en ces temps de confinement. Il fallait organiser tout ça sur Twitch avec d'autres systèmes encore. Tout un back-office. Au CNES, c'est Eric Fayol qui s'occupe, qui nous mitonne tous ces petits mardis de l'espace depuis que Jean-Gabriel Parly, que vous connaissiez sans doute, nous a quittés pour de nouvelles aventures. Je voulais remercier aussi les modérateurs de POG Science qui étaient à la manœuvre dans le chat ce soir. Et puis, on voit bien qu'effectivement, il y a des progrès qui ont été réalisés au cours des décennies passées avec davantage de sport. On s'occupe davantage de la physiologie des astronautes et des cosmonautes. Mais tout n'est pas résolu. Il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre en matière de psychologie, les radiations surtout, tout ce qui est protection du système immunitaire, la question de l'ostéoporose également. Il faut qu'on avance à toute vitesse, nous dit Guillemette Gauquelin-Coq, si on veut aller bientôt sur la Lune, si on veut aller plus tard sur Mars. Bref, c'est une aventure humaine, une aventure extraordinaire. C'est l'aventure de l'humanité là, qui est à l'œuvre devant nos yeux et que grâce à vous deux, on connaît maintenant davantage. Donc, merci infiniment à vous, Michel Tonini. Merci infiniment à vous, Guillemette Gauquelin-Coq, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci. Et 1-0 pour la France. Ah, d'accord. Donc on va aller regarder ça. Je voulais, avant qu'on se quitte tout à fait, vous dire que l'année prochaine, on se retrouve pour une nouvelle saison des Mardis de l'espace. À quoi elle va ressembler? Est-ce qu'elle sera en présence est-ce qu'on sera en présence les uns des autres? Ou est-ce qu'on sera à distance? On ne le sait pas encore. Ça va être la surprise, mais il y aura des Mardis de l'espace, en tout cas. Voilà, merci infiniment à tous d'avoir été avec nous. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée, avec ou sans football. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.